What's up tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans la vidéo la plus complète que vous allez voir sur le sujet de la crypto. C'est pas juste un petit tutoriel ou une petite vidéo rapide, c'est la formation que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé en crypto. Une vidéo qui m'aurait probablement fait beaucoup d'argent, puis surtout m'en aurait fait économiser énormément parce que ça m'aurait évité de faire toutes les erreurs de débutant que j'ai faites dans mes débuts. Dans cette vidéo, on va partir de zéro, puis on va aller jusqu'aux stratégies avancées pour que tu saches exactement comment entrer dans la crypto en sécurité, éviter les pièges, bâtir un portefeuille qui a du sens. Puis on va voir plusieurs sujets intéressants comme pourquoi la crypto existe, puis comment le système monétaire actuel fonctionne, ou plutôt pourquoi il ne fonctionne pas pantoute. On va aussi regarder les bases de la blockchain, de Bitcoin, des altcoins, des smart contracts, des stablecoins. On va expliquer ça tout simplement. On va aussi regarder comment acheter vos premières cryptos en évitant les arnaques, sécuriser vos fonds, adopter le bon mindset d'un investisseur profitable, comment créer un portefeuille rentable, diversifié et adapté selon ton profil, tout en sachant analyser les bons projets puis en les achetant au bon temps. On va te montrer comment lire le marché comme un pro, comprendre les graphiques, repérer les patterns qui sont les plus puissants, utiliser les bons indicateurs techniques puis anticiper la peur et l'euphorie du marché. Puis pour finir, on va regarder ensemble les stratégies avancées, le mindset et les outils que les traders expérimentés utilisent pour passer au prochain niveau. Fait qu'en gros, que tu sois totalement débutant ou que tu aies déjà un peu de crypto, cette vidéo-là va te donner la structure complète que tu as besoin pour avancer avec confiance dans le marché, éviter les erreurs qui font perdre du temps, de l'argent puis surtout de la motivation. Et pour qu'on puisse garder ça extrêmement clair et revenir à tout moment à l'information, je vous ai préparé le guide express, un document qui résume toute la vidéo avec tous les liens importants, outils, ressources qu'on va voir aujourd'hui. Tu peux le télécharger gratuitement en rejoignant la communauté du Club Crypto. C'est le premier lien dans la description du vidéo. Si vous êtes prêts, on va commencer par la base parce que pour comprendre pourquoi la crypto c'est aussi puissant, il faut d'abord comprendre comment l'argent a évolué au fil du temps et surtout dans quel piège on est pris aujourd'hui. C'est là que vous allez réaliser qu'on vit dans un système qui fait aucun sens. Au début de l'humanité, il n'y avait même pas d'argent. Okay? On faisait du troc, genre mettons je te donne 2 poules, tu me donnes un sac de riz. C'était aussi simple que ça, mais ça marchait juste si l'autre voulait exactement ce que tu avais à offrir, ben sinon tu étais fourré avec ton produit. Fait qu'un jour, qu'est-ce qui est arrivé? L'humain a inventé l'argent. Au début, c'était des affaires qui valaient une vraie valeur, comme de l'or, de l'argent, du sel, du bétail. Pourquoi? Parce que c'était rare, utile, puis ça gardait sa valeur dans le temps. Puis à un moment donné, pour simplifier les échanges, les rois puis les royaumes, ben, ils ont commencé à frapper des pièces de monnaie parce que c'était plus pratique, ça représentait une vraie richesse. Puis là, plus tard, les banques sont arrivées avec l'idée de, regarde, au lieu de te promener avec des sacs d'or puis de pièces, là, garde-les ici chez nous, puis nous, on va te donner un papier qui dit que cet or-là en réserve chez nous. C'est là que vient le papier-monnaie qu'on connaît aujourd'hui. Mais attention, à ce moment-là, le papier il représentait une vraie valeur. Okay? C'était pas juste un morceau de papier imprimé, il y avait de quoi derrière. On appelait ça à ce moment-là l'étalon d'or. C'était du 1 pour 1. Puis en 1971, il y a un gars qui s'appelle Richard Nixon, président des États-Unis à ce moment-là, qui a fait quelque chose de gros. Il a coupé le lien entre le dollar américain puis l'or. Puis depuis ce jour-là, l'argent il est adossé à rien. Il n'y a plus aucune valeur réelle. C'est juste un morceau de papier ou plutôt aujourd'hui des chiffres même dans ton compte de banque en ligne. On appelle ça la monnaie fiat aujourd'hui. C'est un peu comme dire fais-moi confiance, ça vaut de quoi. Mais en vrai, ça vaut absolument rien sauf ce que le gouvernement décide. Et pourquoi ça c'est un problème? Ben c'est simple. Aujourd'hui, les banques centrales ils peuvent imprimer de l'argent à l'infini. Il n'y a aucune limite. Puis à chaque fois qu'ils impriment du cash, la valeur de ton argent diminue. C'est pour ça qu'un café qui coûtait 1 piastre dans les années 2000 coûte maintenant 4 $ aujourd'hui. Ton pouvoir d'achat diminue à chaque année. Puis ça, même si tu travailles fort, tu as toujours l'impression de reculer. C'est ça qu'on appelle l'inflation. Puis devine quoi? C'est pas un accident. Ça, c'est voulu par le système. Puis la vérité, c'est que le système d'aujourd'hui profite à ceux qui sont en haut de la pyramide, les banques, les gouvernements, les grosses compagnies. Eux autres, ils ont accès à l'argent imprimé en premier pendant qu'il vaut encore quelque chose. Puis toi, ben t'échanges encore ton temps contre de l'argent qui perd de la valeur pendant que tu dors. Tu travailles pour une monnaie qui se fait dévaluer pendant que tu respires chaque seconde. Fait qu'en conclusion, c'est là que tu dois te poser une vraie question. Est-ce que tu veux continuer à jouer à un jeu truqué où les règles du jeu sont contre toi ou est-ce que tu veux apprendre les nouvelles règles du nouveau jeu? Parce qu'on est en train de vivre une révolution qui s'appelle la crypto. C'est un nouveau système transparent, décentralisé, limité,
prévisible. Mais avant de t'y plonger, faut que tu comprennes les règles du jeu, faut que tu comprennes dans quel piège on est pogné aujourd'hui. Imagine ça, tu es en train d'essayer de remplir un seau d'eau, puis pendant ce temps-là, quelqu'un perce des trous partout dans le fond du seau, ben c'est ça l'inflation. Puis ce que tu pouvais t'acheter avec 100$ en 2010, ben aujourd'hui, il faut peut-être que tu ailles 150 ou même 200$ pour avoir la même chose. Puis c'est pas une exception, c'est la règle. Puis chaque année, ton argent dort à la banque, puis elle se fait gruger doucement par l'inflation. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais j'ai un compte épargne, là, puis il me donne 3% par année d'intérêt. Cool! Sauf que l'inflation est à peu près à 6% par année. Fait que félicitations, tu es en train de te faire voler 3-4% par année sans même que tu t'en rendes compte. Puis devine qui ça affecte le plus, tout ça, c'est pas les riches. Eux, ils ont des actifs, des immeubles, des actions, du Bitcoin. C'est les classes moyennes puis les gens pauvres qui se font le plus affecter. Toi, ta paye, elle reste tranquille, mais le prix des logements, de l'épicerie, de l'essence monte tout le temps. Puis ça fait en sorte que tu es pogné à courir dans une roue de hamster, puis plus tu cours, puis plus tu as l'impression d'être en retard. Tu as sûrement déjà remarqué, le panier d'épicerie, il coûte de plus en plus cher. Ton loyer augmente à chaque renouvellement. Les autos coûtent maintenant une fortune, puis même les petits plaisirs de la vie sont rendus chers. Mais ton boss, lui, il t'a pas donné 20% d'augmentation de salaire. C'est ça l'arnaque. On appelle ça une perte de pouvoir d'achat. C'est ça qui fait que tu as de plus en plus de misère à avancer, pour être capable de subvenir à tes besoins. Mais il y a un problème encore plus sournois, c'est que le système fiat nous conditionne à mal penser. On pense plus à long terme. On pense juste à survivre au mois prochain. On est découragé d'épargner parce que notre argent fond à mesure. Puis on devient dépendant du crédit, des dettes, des marges, des cartes. Puis là, les banques t'envoient un petit pas de problème, voici un prêt de 19% d'intérêt. Dude, c'est une prison moderne tout ça. Le système fiat, c'est un feu qui brûle lentement. Tu t'en rends même pas compte tout de suite, mais un jour, tu te réveilles et tu n'as plus rien dans les mains. Ce système-là te rend plus pauvre à chaque année pendant qu'il rend les gens déjà riches encore plus riches. Puis si tu n'ouvres pas les yeux maintenant, dans 5 ans, tu vas peut-être regarder cette vidéo et te dire « J'aurais donc dû commencer quand j'en avais la chance. » La bonne nouvelle, c'est que tu es ici en ce moment. Tu es en train d'écouter la vidéo. T'es pas comme tout le monde qui continue à dormir sa Switch. Puis la suite, c'est de découvrir comment te protéger de ce système-là, puis comment reprendre le contrôle de tes finances. Puis comment utiliser la crypto pour pas jouer au casino, mais pour bâtir ta liberté. On va parler de tout ça tout de suite après. Mais retiens ça, t'as pas besoin d'être un expert pour te protéger. T'as juste besoin de comprendre les règles du jeu puis d'arrêter de jouer comme un perdant. Fait que là, tu commences à voir que le système fiat, c'est pas mal un arnaque, mais légal. Mais maintenant, il faut que je te parle d'un moment historique. Un moment où le monde a failli exploser, puis là, une nouvelle idée est née. Cette idée-là, c'est Bitcoin. Mais pour comprendre pourquoi Bitcoin existe, il faut retourner en 2008. En 2008, c'était pas juste une petite récession, c'était une vraie crise économique mondiale. Les plus grandes banques du monde se sont effondrées comme un château de cartes. Puis pourquoi? Parce qu'elles jouaient avec de l'argent qu'elles n'avaient pas. Elles donnaient des prêts à n'importe qui pour n'importe quelle raison, juste pour faire du cash rapidement. Puis quand le monde s'est mis à faire des faillites, tout a explosé. Puis là, tu te dis sûrement, OK, là, ils ont payé pour leur connerie, right, les banques? Non, ils ont été sauvés par l'argent des contribuables. Oh oui, t'as bien écouté ça. Les gars qui ont causé la plus grosse crise ont eu des milliards en buy-out du gouvernement pendant que des millions de familles perdaient leur maison, leur job, puis même leur retraite. C'est là que beaucoup des gens ont compris que le système il est truqué. Puis après ça, boum! En plein cœur de cette crise-là, il y a un message qui est apparu sur un forum obscur d'Internet. Un message signé par un gars ou une fille ou même un groupe, on ne sait pas encore, qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Puis ce message-là, il annonçait la naissance d'un nouveau système. Un système où tu n'as pas besoin de banque, tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Un système où tu contrôles ton argent, point final. Ce système-là, c'était Bitcoin. Puis là, attention aux détails qui tuent. Dans le tout premier bloc de Bitcoin, le bloc numéro 0, qu'on appelle le Genesis Block, Satoshi a laissé un message caché. Il a écrit littéralement un titre de journal publié le jour même. Un message clair qui voulait dire « On en a assez de ce système, voici la solution ». Puis Bitcoin, il a été créé en réponse directe à l'abus des banques et à l'impression d'argent sans fin. Ce que Bitcoin représente vraiment, c'est pas juste une crypto-monnaie, c'est une révolution, mais silencieuse.
précieuse. C'est une monnaie qu'on peut pas imprimer à l'infini. C'est un système qui est transparent, sans triche. Une réserve de valeur limitée, il y en a 21 millions de bitcoins sans plus. Puis surtout, un outil de liberté. Parce que Bitcoin, personne peut bloquer ton compte, te censurer une transaction, décider de t'infliger une taxe surprise, te voler en imprimant plus d'argent. Depuis 2008, les banques ont recommencé à faire les mêmes erreurs. Les gouvernements ont imprimé plus d'argent que jamais dans l'histoire, les inégalités explosent, puis l'inflation étouffe les classes moyennes puis les pauvres en ce moment. Puis pendant ce temps-là, Bitcoin continue de rouler 24/7, sans patron, sans banque, sans permission de personne. Fait que pour conclure, Bitcoin, c'est pas juste un actif, c'est un au système, c'est une porte de sortie, un moyen de reprendre le contrôle de ta vie financière. Puis la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu as juste besoin d'apprendre comment ça marche, puis d'embarquer pendant qu'il est encore le temps. Puis dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment ça fonctionne, pourquoi c'est différent des autres cryptos, puis surtout comment ça peut t'aider à bâtir ta liberté. Là, tu as vu que Bitcoin a été créé en pleine crise financière puis que c'était pas un hasard que c'est arrivé. Mais ce que tu sais peut-être pas encore, c'est que Bitcoin, c'est aussi une rébellion contre le contrôle absolu que les banques et les gouvernements ont sur ton argent. Chaque fois que tu utilises ta carte de crédit, chaque fois que tu fais un virement Interac, chaque fois que tu retires du cash au comptoir, quelqu'un quelque part le sait. Les banques voient absolument tout, les gouvernements peuvent te suivre, puis les compagnies récoltent des tonnes de données sur tes habitudes financières et tes habitudes de consommation. Tu es peut-être libre sur papier, mais ton argent, lui, il est 100% tracké, analysé, puis parfois même bloqué. Tu penses que c'est ton argent parce qu'il est dans ton compte, mais fais juste essayer d'envoyer 10 000 $ à quelqu'un à l'étranger, puis regarde ce qui se passe. Le transfert est bloqué. La banque t'appelle. Ils veulent savoir pourquoi tu fais ça, à qui tu l'envoies, pourquoi, comment, toutes ces questions-là. Puis si ça fait pas leur affaire, ben ils peuvent même refuser ton transfert. Puis en plus, ben ils peuvent geler ton compte comme ça, sans préavis. Ça, à mon avis, c'est pas la liberté. C'est de la dépendance. Puis tu sais quoi? On s'est habitué comme ça. Puis c'est pas normal. Avec Bitcoin, tu n'as pas besoin d'une banque, il n'y a pas de permission de demander à personne, personne ne peut censurer ta transaction, personne ne peut bloquer tes comptes, puis surtout, personne ne peut imprimer plus de Bitcoin pour voler ton pouvoir d'achat. C'est toi qui détiens ton argent pour de vrai. Tu peux l'envoyer à qui tu veux, quand tu veux, où tu veux, sans demander la permission à personne. On vit dans un monde où les gouvernements veulent de plus en plus de contrôle. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu achètes, où tu dépenses, à qui tu fais des virements. Puis dans certains pays, ils peuvent même bloquer ton argent si tu as une opinion différente du gouvernement. Bitcoin, c'est une réponse directe à tout ça. C'est une technologie qui dit, tu veux contrôler les gens par l'argent, good luck, moi, je me libère. C'est pour ça que les gens qui comprennent réellement Bitcoin, ils en parlent avec passion. Parce que c'est pas juste un actif que tu gardes sur ton compte, c'est une idée qui dit l'argent devrait être neutre, incensurable, libre, accessible à tous. Point final. Parce qu'aujourd'hui, le combat, il n'est pas avec des armes. Le vrai combat, c'est celui du contrôle de l'argent. Puis à chaque fois que tu gardes ton cash dans une banque, que tu utilises une carte, que tu payes avec du fiat, mais tu alimentes le système. Mais à chaque fois que tu choisis d'apprendre sur le Bitcoin, que tu décides de détenir ton propre argent, que tu fais des transactions libres, tu es en train de reprendre ton pouvoir. Fait qu'en conclusion, le Bitcoin, c'est pas là pour remplacer les banques, c'est pas là pour qu'on ait plus besoin d'elles, c'est là pour que toi, moi, puis n'importe qui dans le monde, on puisse enfin contrôler notre argent sans qu'un gros boss décide ce qu'on a le droit de faire avec, puis ça, ben c'est puissant. Dans la prochaine section, je vais te montrer pourquoi la crypto, dans son ensemble, est en train de tout changer. Pas juste Bitcoin, parce qu'on est au tout début d'une révolution plus grosse que tu peux l'imaginer. Là, on va prendre un petit moment pour parler de quelque chose d'important, parce que je sais que depuis tantôt, tu m'écoutes, tu commences à voir que le Bitcoin, c'est pas juste un buzzword, mais tu as sûrement encore une petite voix dans ta tête qui te dit « Mais j'ai entendu que, il paraît que Bitcoin, c'est dangereux, c'est juste une affaire de criminels. » T'es pas le seul. On s'est tous fait bourrer le crâne avec des fausses idées sur la crypto. Fait qu'on va prendre un petit 2 minutes pour mettre les pendules à l'heure. Un mythe qui revient souvent, c'est Bitcoin, c'est juste utilisé pour des crimes. La phrase que j'entends tout le temps, mais regarde les faits. Plus que 95% des crimes financiers se font avec le dollar, via les banques traditionnelles. Bitcoin, il est public. Chaque transaction est enregistrée à jamais sur la blockchain. Même la CIA et le FBI utilisent la blockchain pour attraper des criminels. Donc non, les criminels préfèrent l'argent cash parce que lui, il laisse aucune trace. Bitcoin, c'est genre le pire outil pour cacher tes traces. J'entends aussi des fois, Bitcoin, c'est trop volatile, c'est trop risqué. Oui, c'est vrai que le prix monte puis descend vite, mais il faut que tu comprennes pourquoi.
C'est une technologie qui est jeune. Il y a encore beaucoup de spéculation. Puis il n'y a pas encore assez de gens qui comprennent sa vraie valeur. Mais check bien ça. En 10 ans, Bitcoin, c'est le meilleur actif qui a eu le plus grand rendement de toute l'histoire financière. Même avec les grosses corrections, ceux qui ont simplement hold sur plusieurs années sont tous en profit. Volatile, oui, mais risqué, pas si tu apprends à t'en servir comme il faut. Un autre mythe que j'entends souvent, c'est Bitcoin, c'est pas tangible. C'est juste du vent. Puis le dollar canadien, lui, il est fait en quoi? En plastique, puis surtout en promesse. Il n'y a rien derrière le dollar canadien. Bitcoin, lui, il est basé sur des maths, un code ouvert, puis un réseau mondial décentralisé. Pas besoin de faire confiance à un politicien ou à une banque. Le système fonctionne parce qu'il est transparent puis prévisible. C'est bien plus réel que la plupart des monnaies du monde. L'autre mythe que j'entends souvent aussi, c'est Bitcoin consomme trop d'énergie. Celle-là, les médias l'adorent. Mais check bien ça. L'industrie du minage de Bitcoin utilise déjà plus que 50% d'énergie qui sont renouvelables. On consomme moins que les banques traditionnelles, moins que l'or, moins que Netflix. Un autre mythe que j'entends souvent, c'est trop tard pour investir. Celle-là, c'est mon préféré. Quand Bitcoin valait 1$, le monde disait « Ah, c'est une mode, ça va passer ». Quand il valait 1000$, le monde disait « Ah, c'est trop risqué ». Quand il valait 10 000$, le monde disait c'est une bulle, ça va péter. Puis aujourd'hui, ben c'est trop cher. Fait que dans le fond, c'est jamais le moment, right? La vérité, c'est que tu es encore en avance sur 90% de la planète. La majorité des gens ont même pas encore acheté leur premier Bitcoin puis savent même pas encore c'est quoi. Puis si tu es ici et tu regardes cette vidéo-là, c'est pas un hasard. Le meilleur moment pour apprendre, c'est maintenant. Puis le meilleur moment pour te positionner, ben c'est avant que tout le monde se réveille, avant qu'il soit trop tard. Fait qu'en conclusion, fais attention à ce que tu entends. Les médias ont souvent un agenda. Les banques ont peur de perdre le pouvoir. Puis il y a beaucoup de monde qui parle de la crypto sans rien comprendre de comment ça marche. Moi, je suis pas ici pour te vendre du rêve, je suis ici pour te montrer la vérité avec des faits puis te redonner le contrôle. Bitcoin, c'est pas parfait, mais c'est meilleur que les alternatives qu'on a aujourd'hui. Puis ceux qui prennent le temps de comprendre sont ceux qui vont gagner demain. Là, je suis sûr que tu as une question qui te trotte dans la tête depuis le début. Est-ce que j'ai manqué le train? Bitcoin, y est-tu rendu trop haut? C'est pas trop risqué cette affaire-là maintenant? Puis ça, c'est des super de bonnes questions, puis je vais y répondre honnêtement. Comme si t'étais mon frère, ma soeur ou bien mon meilleur chum de gars. Bon, on va faire un petit jeu mental. Imagine que t'es en 1997. L'Internet commence à peine. Google existe même pas encore. Il n'y a pas de Facebook, pas de YouTube. Puis les gens pensent encore que c'est juste un gadget de nerd. C'est là qu'on est en ce moment avec la crypto. Bitcoin, c'est comme l'Internet de l'argent. Puis tu es encore dans les premières années. Même si le prix a monté, la majorité des gens ont aucune idée de ce que c'est puis comment ça marche. Les institutions commencent à peine à s'y intéresser. Les gouvernements commencent juste à en parler sérieusement. Fait que non, t'as pas manqué le train, mais la porte est pas ouverte pour toujours. Oui, le prix est plus que 100$ le Bitcoin, mais c'est parce que la valeur a aussi explosé. En 2010, un Bitcoin valait 10 cents. Puis aujourd'hui, ben, il vaut plus de 100 000$. Mais devine quoi? Il n'y en aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin. Jamais. C'est codé dans le système. Pendant que la population mondiale augmente, pendant que de plus en plus d'entreprises, de pays et d'investisseurs veulent en acheter, le nombre de Bitcoin reste figé. Puis si tu comprends ce que ça veut dire, la rareté augmente, la demande aussi, puis selon les lois les plus simples de l'économie, le prix peut juste monter à long terme. Parlons maintenant du risque. C'est quoi le plus risqué? Mettre 5000 dans Bitcoin puis apprendre à l'utiliser ou travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans, économiser dans un REER pendant que ton argent perd 5 à 10% de valeur chaque année à cause de l'inflation? Parce que moi, personnellement, je trouve ça pas mal plus risqué de rester dans un système qui est conçu pour m'appauvrir tranquillement. Bitcoin, oui, c'est volatile, mais c'est vrai, puis ça fonctionne. Puis si tu prends le temps justement de comprendre comment ça fonctionne, puis que tu suis une stratégie intelligente, comme celle qu'on va te montrer dans les prochaines parties de la vidéo, mais tu réduis énormément les risques. Le vrai danger, c'est de rien faire. C'est de rester dans l'ignorance pendant que les autres avancent. Alors, regarde par exemple ceux qui ont acheté du Bitcoin en 2017 à 20 000$. Pendant 3 ans, ils ont vu le prix descendre, remonter, redescendre. Mais ceux qui ont gardé leur Bitcoin sans paniquer, ils ont vu leur investissement faire des x3, x5, x10 dans les années qui ont suivi. La différence, c'est pas la chance, c'est la patience et la connaissance. Fait qu'en conclusion, là, ce que tu as vraiment à perdre, c'est l'opportunité. Le plus gros risque que tu prends en ce moment, c'est de rien faire. C'est de dire, je vais attendre de mieux comprendre, je vais voir si ça monte encore. Puis pendant ce temps-là, ben, le prix monte, le monde embarque, les occasions, ben, ils disparaissent. Puis tu vas peut-être dire un jour, crime, je me souviens quand j'avais regardé la vidéo d'Alex, j'étais à 2 doigts de commencer dans le crypto, mais là, ben, il va être trop tard. Aujourd'hui, tu as encore la chance d'être en avance sur 90% des gens. Tu as la chance d'apprendre avant que les autres connaissent quoi que ce soit sur Bitcoin. Puis surtout, tu as la chance de bâtir ta liberté pendant que le monde dort encore. Fait que non, t'es pas en retard. T'es juste à l'heure justement, mais il faut que tu bouges maintenant. OK, fait que là, on a parlé de pourquoi Bitcoin existe, pourquoi le système actuel il est brisé, puis pourquoi tu as intérêt à t'y intéresser maintenant. Mais là, il faut qu'on parle de comment ça marche pour vrai. Puis t'inquiète, je vais t'expliquer ça en langage de tous les jours pour que tu comprennes facilement. Pas besoin d'être un informaticien pour comprendre la base du Bitcoin.
C'est quoi une blockchain? Bon, imagine un gros cahier de notes. Sur ce cahier-là, il est copié chez des milliers de personnes en même temps partout dans le monde. Chaque fois qu'une transaction est faite, exemple, je t'envoie du Bitcoin, la transaction est écrite dans le cahier. Elle est visible par tout le monde puis elle ne peut plus jamais être effacée. Ce cahier-là, ben, c'est ça qui s'appelle la blockchain. C'est un registre public, transparent, incensurable qu'on peut jamais falsifier. Puis pourquoi ça, ben, c'est puissant? Ben, parce que tu n'as plus besoin de faire confiance à une banque, un gouvernement ou même une compagnie. La confiance est remplacée par le code. La blockchain, elle fonctionne toute seule. Elle dort jamais, elle ment pas, puis surtout, est accessible par tout le monde. Je t'explique maintenant la centralisation puis la décentralisation. Okay? Imagine deux mondes. Centralisé, c'est comme aujourd'hui. Tu as une banque qui contrôle ton argent, une compagnie qui héberge tes données, un gouvernement qui peut bloquer ton compte n'importe quand. Tout passe par un centre de pouvoir. Le problème avec ça, c'est que si ce centre-là décide quelque chose, tu n'as pas ton mot à dire. Exemple, la banque gèle ton compte, tu n'as plus accès à ton argent. Le gouvernement, il imprime de l'argent, ben, ton pouvoir d'achat, ils font. Une plateforme ferme ton compte, mettons Facebook, ben, tu n'existes plus. Fait que tu subis. Décentralisé, par contre, il n'y a personne qui peut t'empêcher d'envoyer ou de recevoir de l'argent. Il n'y a pas de serveur unique où tu peux te faire hacker ou contrôler par qui que ce soit. Le réseau appartient à tout le monde. Puis tu es ton propre banquier. C'est ça, une révolution. Parce que pour la première fois dans l'histoire, tu peux détenir ton propre argent sans dépendre d'aucune banque ou de personne. Je te donne un exemple bien simple, OK? Tu veux envoyer 1000$ à ton frère au Mexique aujourd'hui. Tu passes par une banque. Elle prend des frais. Ça prend 3 jours. Elle peut même bloquer ton transfert si elle trouve ça suspect. Avec la blockchain, tu envoies direct sans banque. Ton frère reçoit son argent en quelques minutes. Il n'y a presque aucun frais de transaction. Puis personne ne peut bloquer la transaction. Ça, c'est la liberté. Ça ne change pas juste la finance. La blockchain, c'est pas juste bon pour envoyer de l'argent. Ça peut aussi servir pour protéger la liberté d'expression, éviter la censure sur Internet, créer des systèmes de vote transparents, assurer que les données médicales soient sécurisées et accessibles seulement à toi, prouver que tu es propriétaire d'un bien sans avoir besoin d'un notaire. Bref, la blockchain, c'est comme l'Internet, mais version confiance, transparence puis liberté. En résumé, là, ce que tu dois comprendre de tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre techniquement, mais retiens juste ça. La blockchain, c'est un registre public puis sécurisé. Ça permet à n'importe qui d'échanger de la valeur sans permission de personne. Elle fonctionne de façon décentralisée, sans patron, sans banque, sans une personne qui gère tout ça. Puis c'est ça qui rend la crypto vraiment puissante. Dans le système actuel, tu dépends de plein d'intermédiaires. Dans le monde de la crypto, ben, tu as le contrôle. Puis dans un monde de plus en plus contrôlé, avoir le contrôle de son propre argent, c'est plus un luxe. C'est vraiment une nécessité. OK, fait que là, tu as compris la base avec Bitcoin puis la blockchain, mais il faut que tu saches quelque chose d'important. Bitcoin, là, c'est juste le début. Le monde de la crypto, c'est pas juste un coin magique qui monte puis qui descend. C'est un écosystème extrêmement complet avec plein de petits projets différents puis des technologies qui vont carrément changer la façon dont on vit, travaille, investit puis aussi échange de la valeur. On va parler des altcoins qui sont des coins alternatifs à Bitcoin. On va parler des smart contracts. On va aussi parler des stablecoins. C'est quoi un altcoin? Altcoin, ça veut dire alternatif à Bitcoin. C'est simple, c'est tous les autres cryptos qui sont pas Bitcoin. Il y en a des milliers, mais attention, ils sont pas tous bons. Il y en a beaucoup qui sont juste des scams ou des projets complètement inutiles. Il y en a aussi qui sont vraiment puissants. Exemple, Ethereum. ETH, c'est une des plus grosses cryptos après Bitcoin avec une technologie de contrat intelligent. Je te parle de ça dans 2 minutes. Chainlink sur le ticker Link permet de connecter la blockchain au monde réel. Tu as aussi Uniswap sur le ticker Uni. C'est une bourse décentralisée pour échanger des cryptos sans intermédiaire. Chaque altcoin a sa fonction, un peu comme chaque application a son utilité dans ton téléphone. Les smart contracts, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si pire. Imagine un contrat qui exécute automatiquement ce qui est écrit dedans, sans avocat, sans notaire, sans paperasse. Exemple simple. Je te dis, si tu m'envoies 100$, je t'envoie un billet de spectacle. Un smart contract fait ça de façon automatique, vérifiable, puis sans triche possible. C'est comme un robot qui applique les règles à la lettre. Puis c'est ça qui permet de créer des applications décentralisées comme des plateformes de prêt. Exemple, si tu prêtes tes cryptos, tu gagnes des intérêts. Des jeux où tu es vraiment propriétaire de tes objets. Des systèmes d'assurance automatique. Puis même des outils de gouvernance pour prendre des décisions dans une communauté. Les smart contracts, c'est ce qui permet à la blockchain de devenir interactif, programmable puis aussi vivant. Là, tu vas me dire, ouais, mais la crypto, c'est trop volatile, ça monte, ça descend tout le temps. Puis tu as raison. Puis c'est pour ça qu'il existe les stablecoins. C'est quoi ça un stablecoin? C'est des cryptos qui sont adossés à une vraie monnaie,
comme le dollar US par exemple. Fait que des exemples de stablecoin, tu as USDT qui est le plus gros, Tether, tu as USDC, Circle, tu as DAI décentralisé. Un USDT, c'est un USD, toujours. Puis pourquoi c'est utile? Ben, ça te permet de sortir tes profits sans repasser par ta banque. Tu peux garder ton argent dans l'écosystème crypto sans subir la volatilité, exemple de Bitcoin ou de Ethereum. Tu peux envoyer ton argent d'un bout à l'autre du monde super rapidement en dollars sans payer des frais bancaires. Les stablecoins sont devenus la colonne vertébrale de l'économie de la crypto. Ils te permettent de naviguer dans ce monde-là avec de la stabilité parce que ça reste toujours à 1 $. Pourquoi c'est important de comprendre tout ça? Ben parce que si tu penses que la crypto, c'est juste acheter du Bitcoin puis attendre que ça monte, tu passes à côté de 90% de l'opportunité. Le monde crypto, c'est comme Internet au début des années 2000. Il y a des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des banques décentralisées, des applications de vote, des jeux, des marchés. Puis tu es encore au début de tout ça. Fait que pour conclure ce sujet-là, tu as Bitcoin qui joue le rôle de l'or numérique, mais autour, tu as un écosystème extrêmement complet de projets qui construisent le futur de la finance, de la technologie, puis même de la société. Chaque altcoin sérieux a son utilité. Les smart contracts permettent de tout automatiser. Les stablecoins te donnent la stabilité pour gérer ton argent dans ce nouveau monde. Puis toi, ben, tu es en train de prendre de l'avance sur le reste du monde. Puis oublie pas, pour t'aider à garder ça extrêmement clair, puis revenez quand tu veux, on t'a préparé le guide express. Ça, c'est un résumé extrêmement complet, facile à lire de tout ce qu'on vient de voir, en plus avec tous les liens vers les outils et ressources nécessaires qu'on vient de te parler. Tu peux l'obtenir gratuitement en rejoignant la communauté du Club Crypto. Clique sur le premier lien dans la description, puis tu vas pouvoir y avoir accès. Bon, là, tu as compris pourquoi la crypto, c'est en train de changer le monde. Puis là, tu veux probablement savoir, OK, mais comment j'en achète, moi, de la crypto? Puis c'est à ce moment-là, souvent, que le monde panique. Il pense qu'il faut comprendre la blockchain, faire du coding, ouvrir 12 comptes anonymes. No stress. Okay, je suis là pour te guider étape par étape, puis tu vas voir, c'est pas mal plus simple que tu penses. La première règle, c'est acheter en sécurité. Avant même de te dire où acheter, il faut que je te dise quelque chose de très important. La crypto, c'est pas comme ton compte de banque. Ici, tu es responsable de ton argent. Il n'y a pas de clic ici pour récupérer mon mot de passe. Il n'y a pas de service client si tu fais une erreur. Mais inquiète-toi pas. Si tu suis les étapes que je vais t'expliquer, tu vas pouvoir éviter les pièges que 95% des débutants font. On va commencer avec les plateformes les plus simples à comprendre. La première s'appelle ShakePay. Fait que si tu es au Canada, il y a une vraie application vraiment simple pour commencer. Tu t'inscris, ça prend 5 minutes avec ta pièce d'identité. Tu peux déposer de l'argent par virement Interact. Fait avec ça, tu achètes du Bitcoin ou de l'Ethereum directement. C'est un peu comme un Coinbase pour les Québécois. Les avantages que tu as, c'est que l'interface est vraiment simple. C'est parfait pour les débutants. C'est vraiment rapide par virement Interact. Puis tu peux aussi envoyer tes cryptos vers un wallet externe. L'inconvénient de ShakePay par contre, c'est qu'il y a des frais un peu cachés dans le taux d'échange, fait que ça peut coûter un petit peu plus cher que ce qu'ils disent vraiment. Il y a seulement 2 cryptos, fait que tu as Bitcoin puis Ethereum, mais pour commencer puis mettre ton premier pied dans le monde de la crypto, c'est un bon départ. Tu as aussi Netcoins qui est une autre option facile. C'est une autre plateforme canadienne. C'est un peu plus complet que ShakePay. Tu peux acheter plusieurs cryptos, pas juste Bitcoin et Ethereum. L'interface est simple, mais un peu plus avancée que ShakePay. Tu peux aussi faire des transferts Interact. C'est approuvé par les régulateurs canadiens. Fait que si tu veux explorer un peu plus large que Bitcoin et Ethereum tout en restant dans un cadre facile puis légal, Netcoin, c'est une bonne suite logique pour accompagner ShakePay. Ensuite, une que j'adore, c'est BitGet. La plateforme vraiment pour les gens qui veulent aller plus loin. C'est vraiment un choix qui a plus d'options, plus de flexibilité. C'est une des plus grosses plateformes de crypto au monde. Tu peux acheter littéralement des centaines de cryptos, faire du trading, placer tes coins, accéder à des launchpads puis encore plus. Mais attention, BitGet, c'est comme un cockpit d'avion. Ok, c'est pas fait pour les gens qui commencent dans la crypto jour 1, qui se perdent assez facilement. Fait que si tu veux quand même y aller, prends le temps de bien apprendre. Active toujours la sécurité 2FA avec un mot de passe solide, puis commence avec des petits montants pour te pratiquer. Mais à long terme, c'est une plateforme extrêmement puissante. Avec ces sites-là, il y a énormément de faux liens puis de fausses applications par des scammers. Fait un des plus gros pièges, c'est les faux sites puis les fausses applications. Faire toujours attention, toujours aller vers les sites officiels, bitget.com, shakepay.com. Ne jamais cliquer sur un lien envoyé par un inconnu. Ne jamais partager ton code 2FA ou ton mot de passe à qui que ce soit, même si ça semble urgent. Il y a des scammers partout dans le monde, puis le monde de la crypto, une erreur, ça pardonne pas. Fait que les étapes simples pour acheter ta première crypto, numéro 1, c'est choisir ta plateforme. Tu as ShakePay ou Netcoins pour débuter. Il y en a d'autres. Numéro 2, créer ton compte. Tu vas devoir fournir une pièce d'identité. Numéro 3, déposer de l'argent par virement Interact sur la plateforme. Numéro 4, c'est acheter ton premier Bitcoin ou de l'Ethereum. Numéro 5, tu peux laisser ta crypto là ou apprendre à le transférer vers un portefeuille. Fait que
That's it. C'est pas plus compliqué que ça pour commencer tes premiers pas en crypto. Fait qu'en conclusion, tu n'as pas besoin de tout maîtriser la matière aujourd'hui, mais ce que tu peux faire maintenant, c'est ouvrir un compte, déposer un petit montant juste pour te familiariser avec les plateformes. C'est comme apprendre à conduire. Au début, tu ne roules pas à 200 km/h sur l'autoroute, tu fais un tour dans le quartier, mais plus tu pratiques, plus tu gagnes en confiance, puis crois-moi, ce premier pas-là peut changer ta vie. Dans la prochaine section de la formation, on va parler de comment bien sécuriser tes cryptos puis éviter de tout perdre comme les noobs quand ils commencent, parce que acheter, c'est super, mais protéger ce que tu as, c'est encore mieux. Puis by the way, j'ai mis des tutoriels sur comment ouvrir ton compte ShakePay, Netcoins et BitGet dans le guide express. Fait que si tu veux y avoir accès, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, puis tu vas avoir accès à toutes les vidéos complètes sur comment ouvrir tes comptes. Bon, fait que là, si tu es encore ici, c'est que tu es vraiment motivé. Mais laisse-moi te sauver du temps, de l'argent, des migraines en te parlant des erreurs que je vois tout le temps chez les débutants en crypto. Tu vas voir, c'est des pièges dans lesquels tout le monde tombe, mais toi, tu vas les éviter. L'erreur numéro 1 que je vois, c'est acheter n'importe quand, n'importe comment. C'est la plus grosse erreur. Le monde voit une pub TikTok ou un tweet qui te dit « Hey, ce coin-là va aller to the moon », puis il achète sans réfléchir. Quand c'est déjà rendu trop haut, le résultat, le prix redescend, là, ils paniquent puis ils vendent à perte. C'est un classique. Ce qu'il faut faire à la place, c'est apprendre à faire du DCA. Donc, du DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging. Entrer graduellement, puis surtout comprendre ce que tu achètes avant de l'acheter. Tu n'achètes pas un projet, tu achètes une vision, tu achètes une conviction. Sans ça, tu fais des erreurs. L'erreur numéro 2 que je vois, c'est de laisser ses cryptos sur les échanges. Grosse erreur. Si tu laisses ton argent, exemple, sur BitGet, sur Binance, sur ShakePay, peu importe la plateforme que tu utilises, puis tu penses que c'est 100% secure. La règle numéro 1 en crypto, c'est la phrase suivante: Not your key, not your coin. Ça veut dire que si tu n'as pas les clés privées, tu n'as pas vraiment l'argent. Si un jour l'exchange gèle tes comptes, se fait hacker ou fait faillite, ben tes fonds sont disparus. C'est fini. Ce que tu dois faire, c'est apprendre à utiliser ce qu'on appelle un portefeuille froid. Transférer tes coins dans un endroit que toi, tu contrôles seulement. Je te montre ça dans la prochaine section. L'erreur numéro 3 que je vois, c'est penser que la crypto, c'est une affaire de chance. Ah, lui a été chanceux parce qu'il a acheté au bon moment. Je vais attendre le bon timing. Je vais tout mettre quand ça baisse. Non, ça marche pas comme ça. La crypto, c'est pas un casino. C'est pas de la magie. C'est une question de stratégie, de discipline puis de mindset. Les gens qui réussissent sur le long terme, c'est pas les plus intelligents. C'est ceux qui comprennent la game, c'est ceux qui savent gérer leurs émotions. L'erreur numéro 4 que je vois, c'est de se laisser influencer par les médias ou les réseaux sociaux. Le monde voit un article sur TVA Nouvelles qui dit Bitcoin c'est mort pour la 430e fois, whatever, puis ils vendent tout. Ou ils voient un influenceur flasher sa Lambo puis dire Hey, achète ce coin-là, maintenant ça va exploser. Puis ils tombent dans ces pièges-là. Le problème, c'est que tu réagis aux émotions des autres au lieu d'avoir ta stratégie, faire tes recherches, puis comprendre ce que tu fais. L'erreur numéro 5 que je vois, c'est de mettre plus d'argent que ce que tu es prêt à perdre. Celle-là, ça fait mal. Il y a des gens qui mettent leur fonds d'urgence, qui vendent leur char, qui prennent des marges de crédit pour catcher le train crypto. Mais écoute-moi bien, là, c'est pas comme ça que tu bâtis ta liberté. Tu dois toujours investir ce que tu es prêt à bloquer dans la crypto long terme. Gérer ton cash flow intelligemment puis bâtir une position avec patience. La liberté financière, c'est pas une course, ok? C'est un marathon. L'erreur numéro 6 que je vois, c'est d'abandonner trop vite. Il y en a qui commencent, ils achètent un peu, le marché descend, ils vendent, ils paniquent puis ils disent bon ben, c'est pas pour moi la crypto. Mais laisse-moi te dire un secret. Ceux qui font vraiment de l'argent avec la crypto, c'est ceux qui restent sur le long terme. Ceux qui endurent les hauts, les bas, puis qui continuent d'apprendre, peu importe ce que le marché fait. Pas ceux qui sauvent de la première vague. Là. Si tu veux une vraie liberté, ben il faut avoir un vrai mindset. Fait qu'en conclusion, fais pas comme les autres. Tu as déjà une longueur d'avance juste en écoutant ce vidéo-là, mais si tu veux vraiment avancer, rappelle-toi, évite les décisions émotives. Gère ton risque, reste curieux, puis continue tout le temps d'apprendre. Puis surtout, abandonne jamais, reste dans le game. Les erreurs, c'est normal. On va tous en faire, on va continuer d'en faire. Mais quand tu les connais d'avance, tu gagnes du temps puis tu protèges ton cash. Dans la prochaine section, je vais te montrer comment sécuriser ton portefeuille comme un professionnel le ferait. Parce que le vrai move, c'est pas juste d'acheter, c'est de garder ce que tu as déjà gagné. Ou tu gardes tes cryptos. Parce que tu as peut-être acheté ton premier Bitcoin sur ShakePay, Binance, Netcoin, BitGet, peu importe, mais si tu penses que tu es en sécurité juste parce que tu as cliqué sur Buy, tu es dans le champ complètement. Je vais t'expliquer c'est quoi un wallet en crypto. Un wallet, c'est une boîte digitale qui te permet de détenir, envoyer ou recevoir tes cryptos. Mais plus important encore, c'est là où tu gardes ta clé
privée. Ta clé privée, c'est comme la clé de ton coffre-fort à la maison chez toi. Celui qui a ta clé, il contrôle ton argent, point final. Donc, si tu veux vraiment posséder ta crypto, il faut que ce soit toi qui détiennes ta clé. C'est là la différence entre un hot wallet puis un cold wallet. Puis là, ça devient super important d'écouter. Un hot wallet, c'est un portefeuille qui est connecté à Internet. Pour exemple, tu as MetaMask, tu as Trust Wallet, puis tu as aussi des wallets intégrés aux plateformes comme, mettons, Binance, ShakePay ou BitGet. Ça, c'est parfait pour faire des échanges rapides, accéder à tes cryptos via ton téléphone, débuter facilement, mais il y a un gros mais. C'est connecté, donc c'est vulnérable aux hacks, aux virus puis au phishing. C'est un peu comme avoir du cash dans tes poches. C'est pratique, mais tu laisserais pas ce cash-là dans tes poches toute ta vie. Le cold wallet, lui, c'est comme ton coffre-fort personnel. Un cold wallet, là, c'est un portefeuille qui est all-in. Rien qui est connecté, rien à pirater, juste du solide. Comme exemple, tu as Ledger, tu as Trezor, tu as Keystone. Okay, les avantages des cold wallets, c'est que c'est ultra sécurisé. C'est idéal pour le long terme. Personne ne peut t'enlever tes cryptos si tu as bien protégé ta phrase de sécurité. Mais attention, il faut apprendre à l'utiliser. Si tu perds ta phrase de sécurité, il y a absolument zéro recours. Aucun. C'est comme enterrer ton or dans le fond de ton jardin. Si tu perds la map, ben tu retrouves jamais ton trésor. Fait que là, on choisit quoi? Si tu veux juste commencer, tu peux utiliser un hot wallet pour t'initier. Mais une fois que tu as un peu plus que quelques centaines de dollars, moi mon chiffre magique c'est 1000 $, tu as besoin d'un cold wallet. Ça c'est non négociable. Ce que la majorité des gens ils font, c'est un mix des deux. Fait qu'un hot wallet pour gérer les petites transactions, faire des échanges, jouer un peu avec tes cryptos, puis un cold wallet pour protéger le gros de ton capital, un peu plus comme ton compte chèque vs ton compte épargne. Fait que ton compte chèque c'est comme ton hot wallet, puis ton compte épargne c'est comme ton cold wallet. Fait qu'un petit rappel, c'est que ta seed phrase, c'est ta vie. Quand tu crées ton wallet, que ce soit hot ou cold, on va te donner une seed phrase de 12 à 24 mots. Ces mots-là, tu les partages à personne. Tu les écris à la main, jamais en photo, dans ton téléphone ou dans ton ordinateur. Tu les caches à un endroit sécuritaire parce que si quelqu'un trouve ces mots-là, ils peuvent vider ton wallet au complet. Il n'y a absolument aucune façon de te faire rembourser. Un des plus gros pièges des débutants, c'est de laisser tous leurs cryptos sur des plateformes d'échange. Sur ShakePay, sur Binance, BitGet, Coinbase, peu importe. C'est pratique, oui, mais jusqu'au jour où l'exchange te fait hacker ou ferme ou bloque ton compte. Si c'est pas dans ton wallet, c'est pas vraiment à toi. Okay? Parce qu'en conclusion, la vraie richesse dans la crypto, c'est le contrôle. Okay? Acheter de la crypto, c'est super, là, mais protéger ce que tu as, c'est encore mieux. Un vrai investisseur, un vrai player dans la game de la crypto, c'est pas celui qui achète le plus de coins, c'est celui qui sait comment ne pas les perdre. Puis dans la prochaine section, je vais te montrer comment reconnaître les scams, les pièges, les faux projets, les influences niaiseuses sur les médias sociaux. Parce que oui, dans ce monde-là, il y a énormément d'argent à faire, mais il y a aussi du monde qui essaie de te voler tes cryptos. Alright, fait que là, tu es supposé avoir compris la différence entre un hot wallet puis un cold wallet. Tu vas sûrement vouloir savoir concrètement, OK, mais là, comment je m'équipe? J'installe quoi? Comment ça marche tout ça? Pas de stress. Je vais te montrer MetaMask, je vais te montrer Ledger, je vais te montrer comment utiliser les 2FA. MetaMask qui est un hot wallet, Ledger qui est un cold wallet. C'est pas aussi compliqué que ce que tu penses. Numéro 1, MetaMask. Ton portefeuille Web3 de base, MetaMask, c'est un genre de passeport universel du monde de la crypto. C'est un hot wallet qui te permet de te connecter à des sites, d'utiliser les apps décentralisées puis d'interagir avec tout l'écosystème d'Ethereum. Comment l'installer maintenant? Numéro 1, va sur le site officiel metamask.io. OK? Va pas sur Google, clique pas sur des pubs, attention aux faux liens, c'est super important. Numéro 2, clique sur télécharger. Numéro 3, installe-le comme extension sur ton navigateur, soit le mettre sur Chrome ou sur Brave. Numéro 4, clique sur créer un portefeuille. Numéro 5, accepte les conditions. Numéro 6, choisis un bon mot de passe, pas Bitcoin 1, 2, 3. Numéro 7, tu vas recevoir ta seed phrase, ta phrase de sécurité de 12 mots. Attention, note ta seed phrase sur papier, cache-la dans un endroit safe, prends-la pas en photo, l'envoie pas à personne. Ça, c'est ta clé d'accès à ton argent. Une fois que c'est fait, tu as ton wallet MetaMask. Tu peux recevoir des cryptos, les envoyer, puis te connecter à des plateformes Web3 comme Uniswap, OpenSea, etc. Ça, c'est ton portefeuille utilitaire pour explorer l'écosystème. Ensuite, Ledger, pour stocker tes cryptos en sécurité. Là, on passe au niveau supérieur parce que Ledger, c'est un cold wallet physique, okay, que tu tiens dans ta main. C'est comme ta clé USB de crypto. Montrer comment l'installer. Numéro 1, commande ton Ledger direct sur le site officiel ledger.com. Jamais sur Amazon, même si tu sauves 10$. Kijiji, etc. Touche pas à ça. C'est super important. Numéro 2, tu vas recevoir une petite clé, genre USB, Ledger Nano S ou Nano X ou le Flex, ou peu importe qu'est-ce que tu as choisi. Okay? Numéro 3,
branche-la à ton ordi. Numéro 4, installe l'application Ledger Live. Numéro 5, suis les étapes pour l'initialiser. Choisis exemple un PIN. Écris tes 24 mots de seed phrase sur une feuille fournie ou dans un carnet secret. Super important, encore une fois, ces 24 mots-là, c'est ton coffre-fort. Tu les perds, c'est fini. Une fois que ton Ledger il est prêt, tu peux transférer tes cryptos dessus pour les mettre à l'abri. All-in, là où les hackers, ils peuvent pas aller. Ensuite, le 2FA. Ça, c'est ton bouclier numérique. Tu peux avoir les meilleurs wallets du monde, mais si ton compte ShakePay ou Binance est protégé par un mot de passe du genre bonjour 123, tu vas te faire ramasser par les hackers. Le 2FA, c'est ton Two-Factor Authentication. C'est une protection en 2 étapes. Ton mot de passe, puis après ça, il y a un code qui change à chaque 30 secondes, généré par une application. Montrer comment l'installer. Numéro 1, tu télécharges l'application Google Authenticator ou AUTI sur ton téléphone. Numéro 2, va sur ton compte Binance, ShakePay, Netcoins, BitGet. Numéro 3, active le 2FA dans les paramètres de sécurité. Numéro 4, scanne le QR code de ton application. Numéro 5, entre le code temporaire pour confirmer. Type de professionnel, note manuellement le secret donné au moment du scan. Comme ça, si tu perds ton téléphone, tu peux réinitialiser l'accès. Une fois le 2FA activé, même si quelqu'un devine ton mot de passe, ils ne peuvent pas se connecter dans ton téléphone parce qu'il n'y a pas le 2FA. C'est ça la couche de sécurité supplémentaire. Fait que là, je te résume le setup crypto de base. MetaMask, ça c'est fait pour explorer le monde de la crypto en ligne. Ledger, c'est fait pour stocker tes cryptos de façon sécuritaire. Le 2FA, c'est pour protéger tes comptes des attaques classiques. Avec ces 3 outils-là, tu es déjà mieux protégé que 95% des gens. Puis surtout, tu as le contrôle. Tu n'es pas à la merci d'une banque, d'un exchange ou d'un hacker. Fait qu'en conclusion, tu es équipé comme un pro, ça te donne la paix d'esprit. Parce que dans le monde de la crypto, la liberté est réelle. Mais ça vient avec une responsabilité, la sécurité. Ce que tu construis, tu ne veux pas la perdre pour une niaiserie. Donc si tu suis ces étapes-là, tu es supposé mieux dormir, tu vas faire moins d'erreurs, puis tu deviens un vrai joueur dans la game. Dans la prochaine section, je vais te montrer comment reconnaître les scams, les fausses promesses pour pas te faire avoir comme bien du monde qui ont cliqué sur les mauvais liens. Puis by the way, j'ai mis dans le guide express des tutoriels sur comment créer tes comptes sur MetaMask, comment créer ton compte sur Ledger, puis comment aussi utiliser le Two-Factor Authentication. Fait qu'encore une fois, le lien est dans la description. Si tu cliques dessus, tu vas avoir accès au tutoriel pour pouvoir créer tes comptes. Là, je vais te dire une vérité qui choque un peu. Oui, la crypto, c'est la liberté. Tu peux vraiment bâtir ta richesse là-dedans, mais c'est aussi rempli de requins, de scams, de fausses promesses, des experts TikTok avec des lunettes fumées qui veulent juste pomper un coin. Puis si t'es pas alerte, tu peux perdre ton argent en une seule mauvaise décision. T'inquiète, après cette section-là, tu vas être vacciné contre les arnaques classiques. L'arnaque numéro 1 que je vois souvent, c'est les faux airdrops. C'est quoi un airdrop? C'est quand un projet te donne des cryptos gratuitement, souvent pour te remercier de l'utiliser ou de détenir un certain token. Mais ça, c'est l'original. Le vrai. Le scam, lui, ça ressemble à « Hey, tu fais partie des chanceux sélectionnés, clique ici pour réclamer ton airdrop de 3000 $ en Ethereum. » Ou « Hey, connecte ton portefeuille ici sur ce site pour recevoir ton bonus. » Puis là, boum, tu connectes ton wallet, puis eux, ils vident tes comptes. Jamais, jamais tu dois connecter ton wallet à un site random. Si c'est pas un projet que tu as vérifié toi-même, tu touches pas à ça, point final. L'arnaque numéro 2 que je vois souvent, c'est les fake tokens. Un classique. Tu vois une vidéo sur YouTube, TikTok ou même un message privé sur Instagram. Tu as un token qui va faire x1000, nanana, les insiders accumulent. C'est le prochain Shiba Inu. Là, tu vas sur un échange décentralisé, genre Uniswap, tu tapes le nom du token, puis tu cliques sur le premier qui sort. Erreur fatale. N'importe qui peut créer un token, n'importe quel nom. Tu peux créer un faux USDT, un faux PP, un faux Solana en 2 minutes. Donc, si tu tombes sur une copie, tu vas peut-être réussir à l'acheter, mais tu vas jamais pouvoir le revendre. C'est ça qu'on appelle un honeypot. Tu rentres dedans, mais tu n'es jamais capable de t'en sortir. Fait que toujours vérifier le vrai contrat du token. Tu peux regarder sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap, tu peux regarder le volume, les avis, la communauté, puis surtout ta logique. Si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est parce que ça l'est vraiment. L'arnaque numéro 3 que je vois souvent, c'est les messages privés urgents. Tu viens de publier un commentaire sur une vidéo, exemple sur une vidéo de crypto, puis là, boum, tu reçois un message privé de support Binance officiel ou BitGet qui dit « Bonjour, un problème a été détecté sur votre wallet. Veuillez vérifier immédiatement. » Et là, tu cliques, tu paniques, tu connectes ton wallet, puis là, au revoir, la règle d'or, aucune entreprise sérieuse va te contacter en DM, en message privé. Si quelqu'un vient vers toi en premier, surtout avec urgence, c'est un scam. Supprime, bloque, passe au prochain. L'arnaque numéro 4, c'est les giveaways qui sont fake sur X
anciennement Twitter. Tu vas souvent voir des publications comme Elon Musk donne 5000 bitcoins pour participer, envoyer 0.1 bitcoin ici et vous recevrez un bitcoin. No joke. Il y a encore des gens qui se font pogner avec ça. Personne, puis je te dis bien, personne ne va demander d'envoyer de l'argent pour en recevoir plus. Si tu dois payer pour recevoir quelque chose gratuitement, c'est pas un cadeau, c'est un piège. OK? Arrête de te faire avoir avec des affaires de même. Arnaque numéro 5, c'est les fausses applications, fausses extensions. Tu veux installer MetaMask, tu tapes MetaMask sur Google, puis tu cliques la première pub qui sort. Grosse erreur. Il y a des faux sites, des fausses apps, des fausses extensions. Puis si tu installes cette application-là, tu viens littéralement de remettre tes clés à un voleur. Toujours aller directement sur l'application officielle ou sur le site officiel. Pas de Google, pas de TikTok, pas de cousin qui t'envoie un lien focal. OK? Metamask.io, Ledger.com, etc. La règle d'or dans toute la crypto, si tu doutes de quelque chose, tu touches pas. Dans le monde de la crypto, il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de désolé pour l'erreur. Non, non, non. Tu as deux choix. Tu prends 5 minutes de plus pour vérifier avant d'agir ou tu prends 5 jours à pleurer que tu as tout perdu. La liberté, guys, c'est génial, mais la liberté vient avec des responsabilités. Fait qu'en conclusion, garde ton cerveau allumé. Dans crypto, tu peux faire des moves incroyables, mais il faut que tu sois réveillé. Tu fais juste une erreur, ça peut te coûter tout ton portefeuille. Mais si tu es attentif, si tu vérifies toujours 3 fois, puis si tu restes sceptique avec tout ce qui semble trop facile, ben là, tu es intouchable. Puis dans la prochaine section, je vais te montrer comment bâtir une vraie stratégie pour investir intelligemment, pas jouer au casino, mais pour bâtir ta liberté financière une étape à la fois. Bon, là, tu as vu comment les scams fonctionnent. Là, il faut que je te montre comment faire l'inverse. OK? Je vais te montrer comment vérifier un projet de crypto pour savoir si le projet il est legit ou non. Puis pour ça, il y a un outil que tu dois apprendre à utiliser comme un pro. Ça s'appelle coinmarketcap.com. C'est comme le Google de la crypto. Tu peux y trouver toutes les infos de base sur presque n'importe quel projet de crypto. Mais attention, il faut savoir à quoi regarder. Et je vais te montrer exactement comment le faire. Fait que l'étape numéro 1, c'est d'aller sur le site officiel. Tape coinmarketcap.com comme tu vois à mon écran. Évite les pubs Google, clique pas sur des liens qui ont l'air bizarres, garde ce clé. Une fois sur le site, tu vas voir une liste de crypto comme tu vois ici, classée par capitalisation plus grosse jusqu'au plus petit. Mais toi, tu veux chercher un projet qui est spécifique. Fait que pour faire ça, tu utilises la barre de recherche en haut à droite ici, puis tu vas faire une recherche. Fait que là, on a choisi PP, fait que c'est là que le fun commence. L'étape numéro 2, c'est de vérifier l'essentiel. OK? On veut vérifier le contrat du token. Si tu scrolles un peu plus bas, OK? On peut apercevoir ici, c'est marqué contrat et on peut voir le signe de Ethereum. OK? Fait que des fois c'est Solana, des fois c'est BNB. Fait que là, on voit que PP est sur la chaîne de Ethereum. OK? Si tu achètes un token ailleurs, exemple sur Uniswap, tu dois toujours comparer à cette adresse exacte qui est ici. OK? Fait que tu vois, ça c'est le contrat de PP. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que n'importe qui peut créer un faux token avec le même nom. Fait qu'il faut toujours, mettons que tu veux acheter PP ici sur Uniswap, tu dois copier le contrat puis tu dois aller le coller sur Uniswap. Fait que c'est un peu une protection anti-scam pour être sûr que tu achètes le bon token. L'étape numéro 3, c'est de checker la capitalisation, le volume et l'offre. OK? 3 chiffres importants à regarder. 1, le market cap. Combien vaut le projet? Combien il y a d'argent dedans? S'il vaut, exemple, 50 millions ou 10 milliards, c'est pas le même game. Le numéro 2, c'est de checker le volume dans les 24 dernières heures. Combien d'argent circule sur ce token chaque jour? S'il y a 200 pièces de volume, c'est mort. Tu peux rien faire avec ça. Puis le numéro 3, c'est le circulating supply. Okay? C'est le nombre de tokens qui sont déjà en circulation. Est-ce qu'ils sont déjà tous distribués ou est-ce qu'ils vont en imprimer 50 fois plus? Ça, c'est un gros red flag. Si un projet vient avec plein de supply à venir, il y a beaucoup de dilution, la chute du prix est presque garantie dans le futur. L'étape numéro 4, va voir le site web officiel du projet, toujours sur CoinMarketCap. Tu vas voir un lien vers le site web comme tu vois juste ici. OK? Donc, website. Si tu cliques dessus, tu peux voir le site officiel de PP. Clique dessus, regarde si le site est professionnel, regarde s'il y a une équipe avec un nom, des photos de gens, des créateurs, exemple du projet, s'il y a une vision claire, s'il y a un produit, un objectif. Le white paper est aussi disponible sur l'info du coin. Si le site il a l'air d'un PowerPoint de secondaire 2, ferme ça tout de suite. Puis s'il n'y a pas de site internet, touche même pas à ça. L'étape numéro 5, c'est d'aller voir leurs réseaux sociaux. Tu peux aller voir, exemple, s'ils ont des liens vers Twitter, X, Telegram, Discord, Reddit. Okay? Va voir si les comptes sont actifs, s'il y a une vraie communauté qui supporte le projet, okay? S'il y a des gens qui posent des questions, puis si aussi il y a des réponses de les fondateurs pour la communauté. Si le Twitter, il y a 6 abonnés puis que le dernier tweet date de 2022, passe à autre chose. L'étape numéro 6, regarde où le token est listé. Si tu scrolles en bas, tu peux voir une section PP Markets. OK? Fait que c'est là, ça te montre dans le fond où acheter ce token. S'il est seulement dispo sur des plateformes sketchy que personne ne connaît,
généralement, c'est pas un bon signe. Mais si, exemple, sur Binance, sur Coinbase, Kraken, etc., là, tu peux respirer parce que souvent, les plateformes d'échange ont fait tes recherches pour toi ou avant toi. La règle d'or, il faut que ce soit clair, solide, puis actif. Tu veux un vrai site web, un vrai contrat, une communauté qui est solide puis active. Tu veux du volume, tu veux une unité ou un objectif qui est réel. Puis s'il y a trop de promesses floues, des chiffres magiques ou une vision révolutionnaire qui est littéralement impossible, touche pas à ça. Fait qu'en conclusion, il faut que tu deviennes un détective dans la crypto, pas une victime. Il y a deux types de gens dans la crypto. Ceux qui se font avoir puis qui disent la crypto, c'est un arnaque. Puis deux, ceux qui font leur devoir puis qui grandissent leur capital intelligemment avec CoinMarketCap. Tu as tout ce qu'il te faut pour vérifier par toi-même les projets. C'est pas une question d'être un expert, c'est une question d'être vigilant. Dans la prochaine section, je vais te montrer comment bâtir une stratégie d'investissement intelligente pour pas juste acheter au pif puis espérer que ça monte. Puis là, on va rentrer dans du concret. Là, on va parler d'un sujet que personne t'explique quand tu commences. Le mindset d'être un bon investisseur. Pas le trader fou là, qui clique partout. Là. Pas le gars qui veut faire x10 en 2 jours. Le vrai mindset, le bon puis le solide. Puis je te dis tout de suite, le plus gros piège dans la crypto, c'est pas la technologie, c'est tes émotions. La patience, c'est ton arme secrète. Si tu veux un vrai edge sur 90% du monde qui perdent, apprends à être patient. La majorité des gens, ils rentrent en crypto avec une vision de gratteux, man. Je veux faire de l'argent là, je veux faire de l'argent hier, je veux doubler mon argent cette semaine, puis je veux trouver le altcoin magique qui va faire les rendements de Bitcoin dans les 10 dernières années. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils achètent toujours trop haut, ils paniquent quand ça baisse, ils vendent à perte, puis ils recommencent avec un autre projet, puis au final, ils sont pas plus avancés, ils recommencent tout le temps à cause de départ. Puis pendant ce temps-là, les gens qui ont été patients, eux, ils accumulent tranquillement, ils construisent, ils paniquent pas quand ça drop de 20% parce qu'ils voient plus loin que juste maintenant. Puis eux, ils gagnent à long terme. Fait qu'il faut que tu penses comme un investisseur long terme, pas comme un joueur de casino. Le vrai investisseur, là, il comprend ce qu'il achète. Il connaît le cycle du marché. Il pense en années, pas en heures. Puis il se laisse pas guider non plus par des gens sur Twitter ou TikTok. Il a une vision claire de pourquoi il est là. La crypto, là, c'est un outil. C'est une opportunité qui est massif, mais seulement si tu respectes l'opportunité. Fait qu'il faut que tu sois capable de tolérer la volatilité parce que c'est ça qui va te faire gagner la guerre. Le marché de la crypto, c'est extrêmement volatile, mais cette volatilité-là, c'est pas ton ennemi. Okay? C'est ta porte d'entrée vers des multiplicateurs énormes d'argent. Mais si tu veux en profiter, il faut savoir rester dans le bateau même quand il y a des grosses vagues. Par exemple, quelqu'un qui a acheté Bitcoin en 2017 à 20 000 puis qui a vendu à 10 000 parce qu'il a eu peur, il a perdu. Mais celui qui a rien vendu puis qui a gardé ça pendant 5 ans, il est en profit de 3, 4, 5x parce que le marché récompense toujours les gens qui sont patients. Fait qu'avoir une vision à long terme, c'est ça qui va t'amener vraiment à avoir la liberté. Fait que pose-toi la vraie question. Là. Pourquoi tu veux investir dans la crypto? C'est pas juste pour avoir plus d'argent. Faut que tu saches c'est quoi que cet argent-là va te permettre de pouvoir faire quand tu vas faire des gains. T'as-tu plus envie de liberté? T'as-tu envie d'être plus indépendant d'un patron ou d'un système? De pouvoir dire oui à ta famille, tes projets, à voyager? C'est ça que ça construit la crypto, mais ça se construit pas en 3 semaines. Ça se construit en suivant une stratégie claire avec constance, puis surtout en gardant une vision sur le long terme. Ce que tu as besoin, là, c'est pas plus d'informations, c'est plus de discipline. Le monde pense que réussir dans la crypto, c'est juste une question d'avoir le bon projet dans notre portefeuille qui va faire x100. Mais en vérité, c'est ton mindset qui fait toute la différence. Tu peux avoir les bons outils, les bons coins, les bons indicateurs, mais si tu n'as pas le bon mindset, tu vas tout gâcher la recette qui fonctionne. Fait qu'en conclusion, là, tu veux jouer au jeu ou tu veux gagner au jeu? Parce que ce module-là, c'est pas le plus sexy, là, mais je te le dis, c'est le plus important de tous les modules. Parce que les gens qui changent leur vie avec la crypto, là, sont pas ceux qui cherchent des quick wins, c'est ceux qui comprennent le vrai pouvoir, c'est vraiment la vision à long terme. Ils sont là dans les bear markets, sont là dans les bull runs, sont tout le temps présents, peu importe le timing dans le cycle. Ils sont là pendant les crashs, ils sont là quand le marché explose, puis ils sont prêts à réagir. Là, on va parler d'un des plus gros défis dans la crypto, puis non, c'est pas de comprendre la blockchain, c'est pas non plus de choisir le bon projet de crypto, c'est même pas de savoir lire un graphique, c'est de gérer tes émotions. Parce que dans ce monde-là, la crypto, là, le pire ennemi, c'est pas le marché, c'est toi-même. Parce que quand le marché, il chute, tu veux fuir. Tu achètes du Bitcoin à 40 000 $, puis là, exemple, paf, il descend à 30 000 $. Tu paniques, ton cerveau, il te dit vite, sors avant qu'il en reste plus puis que ça descende encore. Puis c'est là que tu fais les erreurs. Mais ce que tu réalises pas, c'est que tu es en train de faire exactement ce que les gros joueurs veulent que tu fasses. Ils te font paniquer pour que tu vendes bas pendant que eux, ils puissent accumuler ce que tu vends. C'est pas que tu es stupide, c'est que tu es humain. Notre cerveau est programmé pour éviter la douleur. Mais en crypto, il faut apprendre à tolérer l'inconfort. C'est super important. Puis quand le marché monte, tu veux sauter dedans. Tu vois un token qui a fait 300% en 2 jours, ton cousin vient de
doubler son argent. Twitter est en feu, il parle juste de ça. Puis là, le fameux FOMO, il embarque. Le fear of missing out qu'il appelle. Tu te dis, hey, je peux pas manquer ça, je vais rater le train, il va encore tripler. Puis là, tu rentres où? Au top, juste avant que ça crash. Encore une fois, c'est normal, c'est pas que tu es stupide, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Le marché est fait pour manipuler tes émotions. Ceux qui encaissent les profits, c'est ceux qui résistent à la tentation. La clé, là, c'est d'avoir un plan avant de ressentir quoi que ce soit. Quand tu n'as pas de plan, tu réagis au feeling. Puis quand tu as un plan clair, tu peux juste exécuter froidement ton plan, même quand ton cœur veut exploser puis tu as plein d'émotions. Fait que par exemple, tu sais combien tu veux investir, tu sais combien tu veux garder en cash, tu sais à quel prix tu veux prendre tes profits, tu sais à quel moment tu coupes une position si ça va pas dans le sens que c'est supposé. Il n'y a pas d'émotion, il y a juste des décisions rendues là. Le but, là, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de survivre au jeu puis grandir à l'intérieur. Les émotions les plus dangereuses, numéro 1, tu as la panique. Ça te fait vendre trop tôt. Numéro 2, l'excitation. Ça te fait acheter toujours au top. Numéro 3, l'ennui. Tu te pousse à faire n'importe quoi juste pour bouger des transactions. Numéro 4, c'est le greed. Okay? Ça t'empêche de prendre des profits quand c'est le temps. Fait que si tu veux vraiment gagner, il faut que tu deviennes calme même quand le chaos est dans le marché. Fait que comment faire pour gérer concrètement ces trucs-là? Fait quelques petits trucs simples que j'utilise personnellement puis que mes élèves adorent. Numéro 1, c'est niaiseux, mais il faut que tu respires avant d'agir. Okay? Ferme ton ordinateur 10 minutes, puis avant de faire quoi que ce soit, prends le temps de respirer. Ensuite, reviens toujours à ton plan. Stick to the plan. S'il est clair, tu n'as pas besoin de réfléchir puis commencer à mettre des émotions là-dedans. Rappelle-toi toujours que les émotions sont passagères. Alors, regarde les graphiques en weekly, pas en minutes. Okay? Zoom out sur le graphique, ça calme le jeu. Puis pose-toi une seule question. Cette décision-là que tu es après de prendre, es-tu rationnelle ou émotive? Parce que si c'est émotionnel, tu touches pas à ça. Fait qu'en conclusion, soit le rock pendant la tempête. Parce que dans la crypto, les marchés vont monter, ils vont chuter, c'est normal, c'est part of the game, c'est comme ça que les cycles fonctionnent. Ceux qui perdent, c'est eux qui réagissent trop vite, c'est eux qui font les faux moves. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui restent vraiment stables, froids, lucides, rationnels. C'est pas ton intelligence dans la crypto qui va te rendre riche, c'est ta capacité à maîtriser ton comportement puis tes émotions. Si tu veux devenir libre, commence par devenir maître de toi-même puis de tes émotions. Puis crois-moi, le jour où tu maîtrises tes émotions dans la crypto, tu vas aussi devenir dangereusement bon dans tout le reste de ta vie. Bon, fait que là, on va rentrer dans du concret. Tu as vu comment fonctionne le marché, tu as appris à éviter les scams, à sécuriser ton cash, à penser à long terme. Mais maintenant, tu te demandes sûrement qu'est-ce que je mets dans mon portefeuille pour que ce soit vraiment rentable. Je commence par quoi? Puis la réponse est tellement simple. Tu commences par bâtir les fondations. Puis dans la crypto, les vraies fondations, c'est Bitcoin puis Ethereum. Pourquoi Bitcoin? Parce que le Bitcoin, c'est le papa, même le grand-papa de la crypto. C'est le OG, c'est le premier. C'est celui qui a tout lancé au début. Mais c'est pas juste symbolique. Bitcoin, c'est un offre limité. Il y en a juste 21 millions maximum. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions. C'est un réseau qui est ultra sécurisé. C'est un actif qui est reconnu mondialement puis de plus en plus adopté par les banques, les pays puis les géants de la finance. Et surtout, Bitcoin, c'est l'or numérique. Tu ne l'achètes pas pour faire des x10 rapides, tu l'achètes pour protéger ta valeur dans le temps. Quand tu détiens du Bitcoin, tu te protèges de l'inflation, l'impression d'argent des banques centrales, l'effondrement du pouvoir d'achat. C'est comme une assurance, une réserve de valeur, puis une base solide sur laquelle tu peux construire le reste. Là, je t'entends me dire, ouais, mais je veux pas juste protéger, là, je veux faire de la croissance, je veux faire du gros cash. Parfait. C'est là qu'Ethereum entre en jeu. Pourquoi Ethereum? Ethereum, c'est pas juste un autre crypto, c'est carrément l'Internet de la finance. Sur Ethereum, je peux créer des contrats intelligents, lancer des projets qui sont décentralisés, utiliser des applications Web3, échanger, emprunter, prêter du cash sans intermédiaire. En gros, Ethereum, c'est une plateforme. Puis Ether, ETH, c'est le carburant de cette plateforme. À chaque transaction, chaque application, chaque mouvement utilise de l'Ethereum. Puis plus l'écosystème grandit, plus la demande pour ETH augmente, plus le prix monte avec le temps. Puis c'est pour ça qu'Ethereum est considéré en ce moment comme la deuxième crypto la plus importante du monde, juste après Bitcoin. C'est pas une copie de Bitcoin, c'est vraiment un autre game complètement. C'est une autre utilité, puis dans l'ensemble, les deux se complètent parfaitement. Quand tu commences à bâtir un portefeuille, tu veux la stabilité, tu veux de la solidité, tu veux un potentiel à long terme, puis je crois que c'est exactement ce que donne Bitcoin puis Ethereum. T'as pas besoin de courir après genre 15 altcoins exotiques pour démarrer ton portefeuille. Tu as besoin de poser une vraie
vraiment une fondation qui va tenir peu importe les vagues haussières, baissières. Puis devine quoi? Même les plus gros investisseurs en crypto, ceux qui gèrent des millions et même des milliards, gardent la majorité de leur portefeuille en Bitcoin puis en Ethereum. Puis ça, pourquoi? Ben parce que c'est vraiment les seuls cryptos qui ont vraiment passé l'épreuve du temps. Parce qu'ils sont solides technologiquement, parce qu'ils attirent du capital institutionnel, puis surtout parce qu'ils sont au cœur de l'adoption mondiale en ce moment. Fait que là, tu veux sûrement savoir comment répartir Bitcoin puis Ethereum, mais tu n'as pas besoin de te casser la tête. Voici une base vraiment simple pour commencer. Mettons, exemple, tu as 50% Bitcoin, 30% Ethereum, puis tu peux avoir 20% autre chose. On verra ça dans les prochains modules. Si tu veux être plus conservateur, tu peux en mettre plus en Bitcoin. Si tu veux avoir plus de croissance, tu peux en mettre plus sur Ethereum. Mais ce que tu dois retenir, c'est que ton portefeuille, il commence ici. Pas dans les shitcoins, pas dans des rumeurs sur TikTok ou YouTube, pas dans les coins qui viennent juste de sortir hier sur Pump Fun. Faut que tu commences avec du solide. Puis ensuite, tu pourras prendre plus de risques intelligemment avec le temps. Fait qu'en conclusion, si tu regardes tous ceux qui réussissent en crypto à long terme, ils ont tous une chose en commun. Ils ont bâti leur base avec Bitcoin puis Ethereum. Pas de magie, là, pas de shortcut, juste du solide. Puis si tu veux bâtir quelque chose de stable, durable puis de rentable, tu dois faire pareil. Dans le prochain module, on va voir comment compléter ton portefeuille avec des altcoins. Mais pas n'importe lesquels. On va parler de comment repérer les bons projets, comment éviter de trop t'éparpiller dans les altcoins, puis comment tu peux utiliser les altcoins pour booster ton rendement sans exploser non plus ton risque. Mais retiens ça pour aujourd'hui. Bitcoin puis Ethereum, c'est pas plate. C'est pas trop tard. C'est la base de ton portefeuille. Puis une base solide, ça change tout. Là, on va rentrer dans un sujet que presque personne prend le temps d'aborder dans le monde de la crypto. On va parler de ton style d'investisseur. Parce que, tu sais, la vérité, c'est que la meilleure stratégie du monde, elle vaut rien si elle ne fit pas avec toi. Tu n'as pas les mêmes objectifs que la personne à côté de toi, tu n'as pas le même capital non plus, tu n'as pas le même mindset qu'un pro trader qui fait ça de sa vie. Donc, si tu veux bâtir un portefeuille qui est rentable, qui tient dans le temps, il faut que tu trouves ta stratégie. Puis pour ça, je vais te présenter les 3 grands styles d'investisseurs dans la crypto. Fait que les 3 sont les suivants. Numéro 1, le conservateur. Numéro 2, le modéré. Puis le 3, c'est l'agressif. OK? Puis je vais t'aider à voir, toi, tu te situes où là-dedans. Fait que le conservateur, lui, la priorité qu'il a, c'est de sécuriser puis de stabiliser son portefeuille. Fait que si tu veux protéger ton cash, si tu veux dormir la nuit tranquille, t'aimes mieux, mettons, faire x2 lentement que risquer de perdre 80% en 2 jours. Ton profil, c'est long terme, solide, sans risque, faire peu de transactions. Ta répartition pourrait ressembler à celle-ci. 70% Bitcoin, 20% Ethereum, puis un 10% de stablecoin et de altcoins très solides pour diversifier puis aller chercher un peu plus de rendement. Fait que tu vises la liberté financière sans vouloir non plus être un cowboy. Après ça, il y a le modéré. Fait que la priorité du modéré, c'est d'avoir une croissance qui est équilibrée. Fait que tu veux probablement bâtir ta liberté plus vite, mais tu es aussi conscient des risques. Fait que tu es prêt à tolérer un peu de volatilité tant que tu as une base qui est solide. Fait que ton profil, c'est d'être patient, mais ambitieux. Tu veux du rendement, mais tu veux pas non plus tout jouer sur un seul altcoin. Tu veux suivre le marché sans être non plus un esclave de tes émotions. Puis ta répartition dans un cas où ce que tu es modéré, ça pourrait ressembler à ça. 50% Bitcoin plus Ethereum. Tu as un 30% dans des altcoins qui sont solides. Tu as un 10% stablecoin pour profiter des opportunités quand ça baisse. Puis tu gardes un 10% moonbag. Vraiment, j'appelle ça moonbag. Fait que ça, c'est les projets plus risqués que tu surveilles. Fait que c'est le style probablement le plus populaire chez les gens sérieux qui veulent performer sans non plus tout cramer leur compte. Puis numéro 3, c'est le style agressif. Fait que ta priorité, c'est le rendement maximal. Là, on parle d'un joueur qui va aller chercher des x5, x10, x20. Tu es prêt à vivre des gros swings de volatilité. Tu sais que tu peux avoir des grosses pertes, mais tu joues le jeu long puis tu veux que ça explose. Fait que ton profil, c'est probablement que tu as une tolérance élevée au risque. Tu es actif, puis tu suis les tendances régulièrement. Tu veux pas juste protéger ton cash, tu veux le multiplier vite fait. Puis ta répartition dans un cas comme ça, elle pourrait ressembler à ça. Tu as un 20% en Bitcoin Ethereum pour avoir ta fondation, ta base. Tu as un 50% en altcoins de croissance. Tu as un 20% en nouveaux projets émergents. Puis après ça, tu trades probablement beaucoup sur des échanges décentralisés avec des nouveaux narratifs. Mais tu te gardes toujours un 10% de stablecoin juste pour sauter sur les dips quand ça drop. Fait que ce genre de style d'investisseur-là peut te rapporter gros, mais il faut savoir vraiment être discipliné. Il faut savoir être capable de sortir au bon moment. Fait à partir de ça, c'est quoi ton style? Puis honnêtement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Si tu choisis un style qui ne correspond pas à ton profil émotionnel, tu vas paniquer dès que le marché bouge, puis c'est là que tu vas perdre énormément de cash. Pas à cause du marché, à cause de tes réactions face à tes émotions. Donc, choisis donc un style que tu es capable de gérer, même quand c'est rough. Et si tu ne le sais pas encore, commence conservateur, observe-toi, apprends, puis tu pourras ajuster avec le temps. Peu importe ton style, de toute façon, tu ne dois pas mettre tout sur une seule case. Même si tu es un agressif, tu devrais toujours avoir un peu de Bitcoin ou de stablecoin pour te protéger. Si tu es un conservateur, tu peux te permettre un petit moonbag juste pour apprendre, explorer. Le but, c'est de gérer ton risque intelligemment tout en faisant travailler ton cash. Fait qu'en conclusion, là, tu bâtis ton portefeuille comme tu bâtis ta vie. Tu
T'es pas là pour copier le portefeuille de quelqu'un d'autre sur YouTube. Tu es là pour construire quelque chose qui marche pour toi. Quelque chose que tu es capable de tenir même quand le marché shake. Puis en plus, ben, tu comprends ton style. Puis plus tu te sens solide, plus tu deviens un vrai investisseur, pas juste un spectateur du marché. Dans le prochain module, je vais te montrer comment choisir les bons altcoins pour compléter ton portefeuille en fonction de ton style à toi. Puis pas des shitcoins TikTok, là, des vrais projets. OK, fait que là, tu as compris comment ton portefeuille commence avec Bitcoin, Ethereum. Tu as compris aussi que tu dois adapter ta stratégie selon ton style, conservateur, modéré ou agressif. Mais maintenant, on va pousser ça un peu plus loin parce que même à l'intérieur d'un style, il faut que tu apprennes à diversifier intelligemment. Pas juste en prenant des coins différents, mais en diversifiant. Par secteur, exemple, quelle catégorie de projet tu choisis. Par niveau de risque, de solide à très spéculatif. C'est ça qui va faire que ton portefeuille est équilibré, résilient, puis prêt à profiter des opportunités sans exploser en cours de route. Fait que numéro 1, c'est diversifier par secteur. Fait qu'il faut que tu comprennes les catégories de projets. Toutes les altcoins ne sont pas pareilles. Ils n'ont pas la même mission, la même utilité, ni les mêmes cycles. Donc, au lieu de mettre tout ton argent dans ce qui monte, regarde où tu mets ton argent. Fait que je vais te donner quelques exemples majeurs de secteurs dans la crypto. Fait que l'exemple numéro 1, c'est la finance décentralisée qu'on appelle aussi le DeFi. On va te donner une couple d'exemples de projets. AV, Uniswap, Curve, Maker. Ces projets-là permettent de prêter, emprunter ou échanger, générer des rendements sans banque ou sans intermédiaire. C'est littéralement la réinvention de la finance. C'est super intéressant si tu crois à l'idée que les banques vont perdre du pouvoir. Ensuite, il y a tous les jeux vidéo, la Metaverse. Fait comme exemple, on a Sandbox, Gala, Immutable X. C'est des projets qui mêlent le crypto puis le gaming. C'est ultra spéculatif, mais il y a des potentiels là-dedans si le Web3 puis le gaming avec la crypto, ça l'explose. Ensuite de ça, tu as l'infrastructure des Layer 1 et Layer 2. Fait comme exemple, tu as Solana, Polygon, Cosmos, Arbitrum. Ça, c'est des blockchains qui ont des solutions qui améliorent la scalabilité, la rapidité des coûts de transaction. C'est un des secteurs les plus solides mais à long terme. Ensuite de ça, tu as les oracles puis les données. Exemple, Chainlink. Ça, c'est des projets qui servent à connecter la blockchain au monde réel. C'est vraiment indispensable pour que les smart contracts fonctionnent avec des infos externes. Puis après ça, tu as les stablecoins et solutions de paiement. Exemple, USDC, XRP, Stellar, USDT. Ça, c'est des projets qui visent à faciliter les transferts d'argent entre blockchain ou carrément remplacer ce qu'on connaît aujourd'hui qui est le SWIFT. Fait que tu veux pas mettre 100% de ton portefeuille dans un seul de ces secteurs parce que s'il plante, tu plantes avec. Donc, l'idée, c'est de te bâtir une petite équipe de coins qui travaille dans différents domaines. C'est comme ça que peu importe la tendance du marché ou quel narratif fonctionne le mieux, tu as toujours un truc qui pousse. Après ça, tu veux diversifier par niveau de risque. Fait qu'en plus du secteur ou du narratif, il faut aussi regarder le niveau de solidité du projet. Voici les 3 grandes catégories qu'il faut que tu regardes. 1, les blue chips. Okay? C'est les projets vraiment qui sont solides sur le long terme. Comme exemple, Bitcoin, Ethereum, BNB, Chainlink. Ça, c'est des projets établis, qui ont du gros volume, des grosses communautés déjà adoptées. C'est pas mal tes valeurs sûres à garder pour le long terme dans ton portefeuille. Tu devrais toujours avoir à peu près 50-60% de ton portefeuille là-dedans, dépendamment de ton style d'investisseur. Ensuite de ça, tu as les mid-cap. C'est des projets qui peuvent faire énormément de croissance, mais sont un peu plus risqués. Exemple, Arbitrum, Aptos, Render, Injective. Ça, c'est des projets avec énormément de potentiel, mais sont encore jeunes. Souvent, sont bien construits, mais sont pas encore adoptés massivement dans le monde. C'est là que tu peux quand même booster ton rendement, mais sans te mettre trop dans le trou. Ensuite de ça, tu as les moonbags, okay, ou les pépites spéculatives. Par exemple, il y a des petits tokens qui viennent de se lancer ou qui ont des petits market cap. Ça, tu peux mettre un petit pourcentage ici et là, mais c'est des projets qui peuvent littéralement tomber à zéro ou faire x10 ou même x100. Tu sais, tu paries sur l'avenir, mais il faut que tu restes intelligent parce que dans ces projets-là, ma suggestion, c'est mets juste ce que tu es prêt à perdre. Parce que rappelle-toi l'exemple de répartition qu'on a parlé un petit peu plus tôt, 50% à peu près Bitcoin, Ethereum pour avoir une fondation solide, 20% de altcoins blue chip par secteur, mettons Uniswap, Chainlink, 20% de mid-cap avec croissance, fait que du Arbitrum, etc. 10% de Moonbag, fait que ça, c'est des pépites que tu surveilles attentivement, mais qui peuvent te faire des gros retours. C'est un exemple. Mais ça, c'est le genre de structure qui te permet d'avoir un portefeuille qui est équilibré, tu peux dormir tranquille, mais tu peux aussi sauter sur des opportunités quand ils arrivent. Fait en conclusion, là, tu veux pas juste un portefeuille, tu veux une stratégie d'investissement. Parce qu'acheter des cryptos au hasard, c'est pas très compliqué, là, mais construire un vrai portefeuille qui tient la route, ça, c'est un autre game. Puis à cette heure, ben là, tu as les outils pour le faire. Tu connais ton style d'investisseur, tu sais choisir les bons secteurs, tu sais doser ton risque, mais surtout, tu commences à penser comme un vrai investisseur puis pas comme un joueur de casino. Dans la prochaine section, on va voir comment analyser un altcoins en profondeur pour pas que tu fasses avoir comme la majorité des gens quand ils se lancent dans les altcoins. OK, fait que là, tu as appris à bâtir ton portefeuille, gérer ton risque, diversifier. Mais là, je te vois venir, ouais, mais comment je choisis mes altcoins? Il y en a genre 3 millions. Ça, c'est une bonne question parce que la vérité, c'est que 90% de ces coins-là,
c'est des projets qui vont jamais rien donner. C'est juste du bruit, des fausses promesses, puis tu vas perdre du cash. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux analyser un altcoin intelligemment, pas comme un amateur, pas en suivant un influenceur TikTok, mais comme un vrai investisseur qui sait ce qu'il fait. La chose numéro 1 que tu veux faire, c'est de savoir le cycle en ce moment et dans quel narratif. Parce que le marché de la crypto, c'est comme la mode. Il y a toujours des tendances qui dominent. Pendant un certain temps, on appelle ça des narratifs. Fait que je te montre les plus gros narratifs d'actualité en 2025. Numéro 1, l'intelligence artificielle. Couple d'exemples de projets, tu as Render, Tao. Ça, c'est des projets qui intègrent l'IA dans la blockchain. Fait exemple, calcul distribué, stockage de données, assistant décentralisé, etc. L'IA, c'est le narratif du moment. Puis quand le hype est là, les tokens d'intelligence artificielle, ils explosent. Après ça, tu as les Layer 2, les L2. Comme exemple, mettons, tu as Arbitrum, tu as OP Optimism, tu as Polygon Matic. Ces projets-là visent à rendre Ethereum plus rapide puis moins cher. C'est vraiment essentiel à l'adoption massive de Ethereum. Puis quand il y a du mouvement sur Ethereum, les L2 profitent aussi directement. Ensuite de ça, tu as les actifs du monde réel qu'on appelle les RWA. Comme exemple, tu as Ondo, tu as Syrup. Ça, c'est des projets qui connectent la crypto avec la vraie vie. Exemple, l'immobilier tokenisé, les obligations, les actions, les métaux précieux. Ça, c'est des narratifs qui sont encore super jeunes, mais qui ont un potentiel énorme. Ensuite de ça, il y a le gaming, Web3 puis la Metaverse. Comme exemple, une couple de projets, tu as Gala, IMX, Illuvium, Sandbox. Ça, c'est des projets qui mélangent la crypto avec des jeux vidéo puis des propriétés des objets virtuels. Le narratif, il est extrêmement volatile, mais en 2021, il y a eu des grosses explosions dans le marché qui ont fait énormément de gains. Ensuite de ça, tu as la décentralisation de l'infrastructure, qu'on appelle aussi le DePIN. Exemple, Akash à côté. Tu as Noodle. Ça, c'est des projets qui veulent créer un Internet décentralisé avec du stockage, du cloud computing, Wi-Fi, etc. C'est encore peu connu, mais souvent, c'est des précurseurs de même qui créent des grosses tendances. Fait qu'en résumé, là, tu veux surveiller quel narratif domine en ce moment. Où est l'attention du marché? Parce que quand un narratif il explose, s'il y a des petits projets à l'intérieur de ce narratif-là, tu peux faire des x5, x10, puis parfois plus. Mais attention, le hype, ça ne veut pas dire de la qualité. Il faut analyser plus loin. La chose numéro 2 que tu veux faire, c'est de voir le market cap. Parce que ça va te donner le potentiel de croissance. Si tu veux savoir si un projet a le potentiel de faire un x10, commence par regarder son market cap, sa capitalisation boursière. Exemple, un projet qui vaut déjà 20 milliards, c'est tough faire un x10. Un projet qui vaut 50 millions, là, il y a de la place pour croître. Mais attention, là, un projet avec petite capitalisation, il n'y a pas beaucoup d'argent dedans, oui, ça a du gros potentiel, mais ça amène aussi des gros risques. Donc, plus le market cap est petit, plus tu dois investir prudemment, surveiller le projet de près, mais jamais surinvestir par pure ambition. La troisième chose que tu veux faire, c'est comprendre les tokenomics. OK, là, on rentre dans le dur, mais je t'explique le plus simplement possible. Un projet peut être incroyable sur papier. Mais si ces tokenomics sont mal faits, ton investissement est mort d'avance, voici les choses que tu dois regarder. 1, il faut que tu regardes l'offre maximale, qu'on appelle aussi le max supply. Est-ce que les tokens sont illimités comme du fiat ou il y a un cap? Numéro 2, l'offre en circulation, le circulating supply. Combien de tokens sont déjà sur le marché? Si, mettons, 5% des tokens en circulation, devine quoi? Les 95 qui restent vont probablement inonder le marché plus tard. Quand ça arrive, le prix chute, peu importe le hype. 3, le calendrier de vesting. Quand est-ce que les tokens bloqués qui sont en ce moment par les investisseurs, l'équipe, vont être libérés sur le marché? S'il y a un gros unlock dans 2 semaines, ça veut peut-être dire que le prix va se faire écraser. Ensuite de ça, la quatrième chose, c'est le momentum, le hype et le sentiment des investisseurs. Des fois, tu as un bon projet, mais il se passe rien. Des fois, tu as un projet de marde juste parce qu'il y a un buzz sur X qui explose. Pourquoi? Le momentum puis la psychologie du marché, c'est ça qui fait la différence. Si tu veux profiter de ça, faut que tu suives les volumes de trading. Si le volume monte, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Ensuite de ça, tu veux regarder aussi le graphique parce que si ça sort d'une tendance qui était haussière depuis longtemps, ça peut partir à la baisse très vite. Fait qu'il faut que tu commences à lire les trends sur X, Telegram, Discord. Faut que tu utilises aussi des outils comme CoinMarketCap, CoinGecko. Il y a plein d'outils qui peuvent t'aider à faire ça. L'objectif, c'est pas d'acheter ce qui buzz, c'est de repérer les projets qui commencent à buzzer. Fait qu'en conclusion, tu veux pas courir après le hype, tu veux être capable d'anticiper le hype. Analyser un altcoin, c'est pas juste regarder le graphique, c'est regarder, comme j'ai dit, le narratif, le market cap, les tokenomics du projet, le timing, puis le sentiment général derrière le projet. Quand tu as un projet qui coche toutes ces cases-là, ben, tu peux y aller avec une confiance, mais aussi une stratégie. Mais si tu comprends pas ce que tu fais, tu vas juste tout le temps courir après le hype, puis courir après le hype, puis finir toujours en retard, puis perdre ton cash. Dans la prochaine section, je vais te montrer comment construire un vrai portefeuille d'altcoins en fonction de ton profil,
ton timing puis aussi le budget que tu as à mettre là-dedans. Bon, là, on va parler d'un sujet que très peu de débutants comprennent, puis c'est exactement pour ça que les gens se font avoir encore et encore. C'est pas parce qu'ils ont acheté le mauvais coin, c'est parce qu'ils l'ont acheté au mauvais moment. Puis le secret pour éviter d'acheter au mauvais moment, c'est de comprendre la dominance de Bitcoin. C'est quoi la dominance de Bitcoin? C'est super simple. C'est le pourcentage de toute la capitalisation du marché de crypto qui est dans le Bitcoin comparé au altcoin. Fait que par exemple, si le market cap total c'est de 2 milliards puis que Bitcoin vaut, mettons, 1 milliard, fait que la dominance de Bitcoin aurait 50%. Ça semble technique, mais inquiète-toi pas, c'est pas si pire que ça. En gros, ça dit juste, est-ce que les investisseurs mettent leur argent dans Bitcoin en ce moment ou est-ce qu'ils sont en train plus de regarder vers quelque chose de plus risqué comme des altcoins? Pourquoi c'est important de savoir ça? Bien parce que le marché de la crypto fonctionne toujours par des cycles. Puis à chaque cycle, il y a des phases qui sont très précises. La phase numéro 1, c'est la montée de la dominance Bitcoin. Ça veut dire que les investisseurs, ils commencent à se repositionner sur Bitcoin. Ils veulent du safe avant le bull market. Pendant cette phase-là, Bitcoin monte plus vite que toutes les altcoins. Les altcoins, les autres, ils dorment ou en tout cas, ils sont pas mal silencieux. C'est pas encore le moment d'investir fort dans les altcoins. Si tu mets trop dans les altcoins à ce moment-là, tu risques de juste perdre patience et d'avoir un portefeuille qui sous-performe Bitcoin. La phase 2, c'est la consolidation. Ça veut dire que Bitcoin débute tranquillement une rotation puis il a déjà fait une belle montée. Il commence à stagner, à respirer un peu plus. Les investisseurs, ils prennent leur profit sur Bitcoin puis ils commencent à tourner ça vers Ethereum et certains large cap. On appelle ça le début de la Ethereum season. Puis là, Ethereum commence à surperformer les pourcentages que Bitcoin fait. Certains gros altcoins, les Layer 1, la DeFi aussi commencent à suivre. C'est là que tu commences à te positionner tranquillement dans des altcoins qui sont solides. Ensuite de ça, la phase 3, c'est ce qu'on appelle la alt season. C'est là que, bam, tout explose, l'argent sort de Bitcoin puis même de Ethereum, puis là, le marché des altcoins se fait inonder. Le résultat, c'est qu'il y a des coins qui font x3, x5, x10 super rapidement en quelques semaines. Mais il faut faire attention parce que cette phase-là est vraiment pas éternelle. C'est une phase qui est très courte, intense, puis qui est souvent suivie d'une correction vraiment violente. Puis si tu rentres trop tard puis tu FOMO le top de marché, tu t'exposes souvent à perdre énormément d'argent. La phase numéro 4, c'est la chute, retour à la dominance Bitcoin. Quand le marché se fatigue, que le FOMO est trop intense, tout redescend. Les gens paniquent, puis tout l'argent retourne vers le bon vieux Bitcoin. C'est là que le signal de l'euphorie est terminé. Fait que là, tu vois un peu le pattern. Là. Il y a chaque cycle qui tourne autour de la dominance de Bitcoin. Quand la dominance monte, sois patient, reste Bitcoin heavy. Quand la dominance se stabilise, commence à accumuler du Ethereum puis des gros altcoins. Quand la dominance chute, prépare-toi à une alt season puis surveille les hypes, les narratifs. Puis quand elle commence à remonter après une chute, prends tes profits puis protège ton capital dans du stablecoin ou dans Bitcoin. Fait comment tu fais pour suivre ça facilement? Tu peux aller directement sur tradingview.com, taper le ticker BTC.D, donc Bitcoin Dominance, puis tu vas voir un graphique clair de la dominance Bitcoin. Puis à partir de là, tu vas pouvoir savoir où on est dans le cycle, quand prendre des décisions qui sont stratégiques, puis garder ton portefeuille cash au chaud. C'est un outil qui est extrêmement puissant, puis en plus, c'est gratuit. Fait que ce que tu dois retenir de tout ça, c'est pas juste le coin que tu choisis, c'est aussi quand le choisir. Puis de comprendre la dominance de Bitcoin, c'est comme avoir la météo du marché. Tu peux avoir le meilleur bateau sur la planète, mais si tu pars en pleine tempête, tu vas te faire couler. Mais là, tu es en train d'apprendre à lire le vent. C'est ça qui te donne un avantage énorme sur 95% des débutants. Fait qu'en conclusion, comprendre la dominance de Bitcoin, c'est une clé pour savoir quand passer de Bitcoin vers Ethereum, vers les altcoins, savoir quand protéger tes profits ou éviter de tomber dans du FOMO. C'est une game de timing, puis maintenant que tu sais comment ça marche, tu vas pouvoir juste jouer la vraie stratégie, la vraie game. Dans la prochaine section, je vais te montrer ma checklist complète avant d'investir dans un altcoin, les 7 points que je vérifie avant d'acheter quoi que ce soit dans le marché. OK, fait que mettons que tu as trouvé un projet qui t'intrigue. Là, tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine d'y mettre mon cash dedans? Avant d'acheter n'importe quoi, moi, j'ai une liste de 7 questions que je me pose à chaque fois, puis aujourd'hui, je vais te la donner parce que ça m'a évité de faire des dizaines d'erreurs. Ça peut clairement t'aider à sauver du temps, du cash, puis aussi bien des frustrations. Numéro 1, il faut que tu saches le projet fait quoi. Parce que ça peut sembler vraiment stupide, mais tu n'as aucune idée du nombre de gens qui achètent des coins juste parce que ça monte. Si tu peux pas m'expliquer ce que fait le projet en une phrase claire, t'achètes pas ça. Exemple, Uniswap, c'est une plateforme d'échange décentralisée. Chainlink, c'est un oracle pour connecter la blockchain au monde réel. Si tu comprends pas ça, tu pars. Après ça, numéro 2, il faut que tu comprennes la tokenomique. On l'a vu tantôt, mais je te le résume ici. Est-ce qu'il y a un max supply? Combien de tokens sont en circulation? Est-ce qu'il y a un gros déblocage bientôt prévu? Est-ce que l'équipe garde une trop grosse part de coins? Si la réponse à ces questions-là, elle semble louche ou déséquilibrée, passe aussi. Numéro 3, c'est quoi son market cap, sa capitalisation boursière? Tu veux savoir si le coin a du potentiel?
Regarde pas le prix en dollars, qu'il y a des cents ou qui vaut 20$, ça ne change rien. Regarde le market cap. Par exemple, un coin à 5 cents avec un market cap de 10 milliards, il est déjà cher en termes de croissance de potentiel, tandis qu'un coin, mettons, à 2,50, mais avec une petite capitalisation, il est peut-être au début de sa course. Fait que rappelle-toi tout le temps, c'est pas le prix du coin qui compte, c'est le prix fois le nombre de coins en circulation. C'est ça le plus important. Numéro 4, est-ce que ça fit dans mon portefeuille actuellement? Avant d'acheter un coin, demande-toi tout le temps, est-ce que je suis en train de trop miser sur le même secteur? Est-ce que je diversifie vraiment mon portefeuille? Est-ce que je respecte mon style d'investisseur? Conservateur, modéré, agressif? Tu n'achètes pas juste un nouveau coin juste à cause du hype. Tu l'achètes parce qu'il complète ta stratégie d'investisseur. Numéro 5, est-ce que le timing est bon? Encore là, si le coin vient de faire plus 200% en 3 jours, tu es peut-être en train d'arriver au top du marché. Là. Vérifie tout le temps, est-ce que la dominance du Bitcoin est favorable aux altcoins? Est-ce que le graphique montre une bonne zone d'entrée après une correction ou en plein breakout? Est-ce que le volume est en train d'augmenter? Et rappelle-toi tout le temps, tu n'es pas ici pour acheter parce que ça monte, tu es ici pour acheter parce que c'est stratégique pour toi. Numéro 6, est-ce que le projet est visible? Est-ce que l'actif est soutenu par une grosse communauté? Fait que c'est ça que tu dois regarder sur X, sur Discord, sur Telegram. Tu peux regarder les grosseurs de communauté. Est-ce que le site est professionnel? Est-ce qu'il y a des mises à jour récentes puis un roadmap qui est vraiment clair? Une équipe qui est visible? Si le dernier tweet date de 2022, c'est mort. Si c'est flou, c'est très louche. Tu investis dans une entreprise, pas non plus un rêve. Puis numéro 7, le dernier point, est-ce que je sais à l'avance quand je vais vendre? Avant même d'acheter, tu devrais savoir à quel prix tu prends tes profits, à quel niveau tu coupes ta perte si ça va pas dans le bon sens. Combien tu peux investir le maximum dans ce projet-là? Faut pas que tu aies d'émotion, faut juste que tu suives tes règles. Parce que si tu n'as pas de plan clair, le marché va te manipuler. Tu vas acheter trop haut, tu vas vendre trop bas, puis tu vas recommencer tout le temps. Fait que rappelle-toi tout le temps, là, tu veux pas juste acheter, tu veux prendre une décision. À chaque fois, tu devrais passer dans le filtre de cette checklist-là. Tu vas voir, à force de l'utiliser, ça devient automatique. Puis tu vas aussi prendre moins de décisions, mais des décisions qui sont vraiment de qualité. Fait qu'en conclusion, avant d'acheter une crypto, pose-toi toujours ces 7 questions-là. Est-ce que je comprends ce que ça fait, ce projet-là? Est-ce que la tokenomique est saine? C'est quoi le market cap de cette crypto-là? Est-ce que ça fit dans mon portefeuille puis selon mon type d'investisseur? Est-ce que le timing est bon? Est-ce que le projet est actif, visible, soutenu par une grosse communauté? Puis est-ce que j'ai un plan clair pour vendre? Si la réponse est non à une de tes questions, t'attends. Parce que la crypto, c'est pas le nombre de trades qui te rend riche, c'est la qualité de chaque décision. Dans la prochaine section, je vais t'aider à bâtir une vraie routine de crypto, comment rester à jour dans le marché, où trouver les informations importantes, puis quoi suivre à chaque semaine. Puis pour t'aider à avoir cette checklist-là, sous la main, on t'a préparé un guide express. C'est un résumé clair, imprimable, avec toutes les questions, points clés, puis liens vers les ressources qui sont utiles. Tu peux le télécharger gratuitement juste en rejoignant la communauté du Club Crypto. Le lien, c'est le premier dans la description, puis après ça, tu repars direct avec ton guide. Là, on rentre dans un monde que la plupart des gens n'ont jamais exploré sérieusement. Un monde qui, au début, ça peut te sembler compliqué, mais une fois que tu comprends les bases, tu as l'impression d'avoir mis comme des lunettes spéciales qui te montrent comment le marché réfléchit. Fait qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment lire un marché. Pas avec des rumeurs, pas avec des conseils sur TikTok, avec des données réelles, des graphiques, puis des outils qui nous montrent ce que font les gros joueurs. Fait que l'étape numéro 1, ça va être de créer un compte TradingView. La première chose que tu vas faire, c'est créer ton compte sur tradingview.com. Donc, j'ai mis le lien dans le guide express. C'est la plateforme qu'on utilise pour analyser les marchés. C'est comme le Google Maps de la crypto. Là-dessus, tu peux voir les graphiques des prix en direct, les indicateurs techniques, le volume, les tendances, les patterns, puis même ce que pensent les traders pros. Fait que tu vas sur tradingview.com, tu cliques sur s'inscrire en haut, juste à droite. Tu fais ça avec ton courriel ou aussi directement avec Google, puis boum, tu es prêt à commencer. Tu n'as pas besoin de prendre tout de suite la version payante pour commencer. Là. La version gratuite, c'est bien en masse pour un débutant. Ensuite de ça, l'étape 2, c'est de configurer ton interface comme un pro. Une fois connecté, là, tu vas arriver dans le tableau de base. Tu cliques sur graphique dans le menu en haut. Puis là, tu vas voir ta première chart de trading. Ça va ressembler à une jungle au début, mais inquiète-toi pas, je te guide à travers ça. Voici ce que tu fais pour avoir une interface clean puis fonctionnelle. Numéro 1, va en haut à gauche et choisis le bon actif. Tape BTC USDT. Ça, c'est le graphique Bitcoin contre le dollar US Tether. Tu peux aussi taper ETH USDT pour Ethereum. Par la suite, tu veux changer l'unité de temps, donc le time frame qu'on appelle. Juste à côté, tu peux voir un D, OK? One day pour voir les bougies journalières. Chaque chandelle équivaut à une jour. Là, tu peux le mettre en 4 heures pour voir du plus court terme, une semaine pour voir le plus long terme, fait que ça va être un W pour one week. Ça, on va y revenir plus tard, mais pour l'instant, on reste en 1D.
un jour. Numéro 3, tu veux mettre ça en mode chandelier japonais. Okay? Les chandelles standards, c'est vraiment le format standard pour les mouvements de prix. Chaque bougie représente une journée complète ou une heure, dépendamment de ton time frame. Okay? Si la bougie est verte, ça veut dire que le prix a monté. Si la bougie est rouge, ça veut dire que le prix a descendu. Numéro 4, c'est d'activer le volume. Okay? Fait que pour faire ça, tu cliques sur le petit plus en bas de ajouter l'indicateur de volume. Ça te montre combien de gens achètent et vendent à chaque bougie. C'est hyper important. Puis numéro 5, tu enlèves les trucs complètement inutiles. Tu peux fermer les news, le chat, les idées publiques. Ça, c'est juste de la distraction. On veut un setup minimaliste, clair et efficace. Pourquoi c'est important? Parce qu'à partir d'ici, tu vas commencer à avoir le langage du marché. Chaque bougie, chaque mèche, chaque mouvement, c'est un info qui te montre ce que font les investisseurs. Puis là, tu vas réaliser un truc. Le prix ne monte pas ou ne descend pas par hasard. Le marché, c'est des gens qui ont peur, des gens qui ont confiance, qui manipulent, qui paniquent. Puis une fois que tu comprends comment lire tout ça, tu joues plus au hasard. Tu deviens quelqu'un qui observe, qui anticipe, quelqu'un qui agit avec stratégie. Fait qu'en conclusion, c'est juste le début pour toi, mais ça, c'est un gros step. Créer ton compte sur TradingView, c'est pas juste ouvrir un site. C'est comme ouvrir une porte vers un monde où tu contrôles ta compréhension du marché. Tu vas plus jamais dépendre d'un gourou pour savoir quoi faire. Tu vas apprendre à voir par toi-même. Crois-moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire une analyse, prendre une décision, puis voir que tu avais raison parce que tu as lu le marché comme un chef. Dans le prochain module, on va plonger dans les bases des chandeliers japonais, qu'est-ce qu'ils représentent, comment les lire, puis comment repérer des signaux simples que même les pros utilisent à tous les jours. Alright, fait que là, on rentre dans un sujet ultra satisfaisant parce qu'une fois que tu vas comprendre ça, tu vas commencer à avoir des patterns, des signaux, des trucs que tu n'avais jamais remarqué auparavant. Fait que bienvenue dans le monde des chandeliers japonais, où on appelle ça des candlesticks pour les intimes. C'est quoi un chandelier japonais? Chaque chandelier, ça représente le mouvement d'un prix pendant une période donnée. Fait que si, exemple, tu es en 1D, chaque chandelle équivaut à une journée d'activité. En 4 heures, chaque chandelle équivaut à 4 heures, etc. C'est le même semblant. Un chandelier, là, ça va te donner 4 infos clés. Le prix d'ouverture, le prix à la fermeture, le prix le plus haut, puis le prix le plus bas. Ça se représente comme une petite boîte avec des fois une ligne en haut, puis une ligne en bas. Si la chandelle est verte, ça veut dire que le prix a monté comparé à l'autre chandelle précédente. Si le prix est rouge, c'est que le prix a baissé par rapport à la chandelle précédente. C'est aussi simple que ça. Pourquoi c'est important de savoir comment fonctionnent les chandeliers japonais? C'est le langage du marché. Que les patterns que tu vas voir, c'est pas du hasard, c'est les traces qui sont laissées par les émotions des traders. La peur, la cupidité, le doute et aussi l'euphorie. Puis en apprenant à les lire, tu vas pouvoir repérer des bons points de retournement de tendance. Tu vas pouvoir voir quand un mouvement est fort ou aussi faible. Tu vas décider de quand rentrer puis quand sortir de tes trades. Les 4 chandeliers les plus puissants à connaître, je vais t'en montrer juste quelques-uns. Puis juste ça, c'est vraiment suffisant pour commencer à avoir des signaux vraiment puissants. Le numéro 1, c'est le hammer, qu'on appelle aussi marteau. Ça a un petit corps, ça a vraiment une longue mèche en bas. Puis le signal que ça provoque, dans le fond, c'est que le prix a chuté fort, mais les acheteurs ont repris le contrôle du marché. Ça annonce souvent un retournement de tendance à la hausse. Tu vois ça souvent dans une zone de support, juste après une chute de marché. Donc oui, ça peut être un très bon niveau d'entrée pour se positionner à la hausse. Ensuite de ça, numéro 2, tu as la shooting star, on appelle aussi étoile filante. Ça, c'est l'inverse du marteau. C'est un petit corps puis une longue mèche en haut. Le signal que ça provoque, c'est que le prix a monté fort, mais les vendeurs ont repris le contrôle du marché. Ça peut annoncer souvent un possible retournement à la baisse. Si tu vois ça après une montée rapide, ça peut être le bon moment pour prendre des profits. Après ça, numéro 3, tu as le doji. Ça a un petit corps, c'est presque aucun, là. Puis le prix a ouvert puis a fermé presque au même endroit. Le signal que ça montre, c'est que le marché est vraiment dans une période d'indécision. Souvent, ça précède un mouvement qui est violent dans un sens ou dans l'autre. Un doji après une montée, c'est que le marché hésite. Un doji après une chute, les vendeurs, à un moment donné, ils s'essoufflent. C'est pas un signal d'entrée, mais c'est vraiment un gros flag à surveiller sur qu'est-ce que le marché va faire par la suite. Ensuite de ça, numéro 4, la engulfing candle. Un chandelier plus gros qui avale complètement celle qui est en avant. Fait que le bullish engulfing candle, c'est une grosse chandelle verte qui englobe une chandelle rouge avant. Le bearish engulfing candle, c'est une chandelle rouge qui englobe une chandelle verte qui a été faite avant. Le signal que ça donne, c'est qu'il y a un changement de tendance qui est en cours. Les acheteurs ou les vendeurs viennent de reprendre le contrôle du marché clairement. Petit rappel important, un seul chandelier, c'est comme une lettre. Mais ce qu'on veut, c'est une phrase complète. Donc oui, tu veux repérer ces chandelles-là, mais tu veux aussi les placer dans le bon contexte. Est-ce que tu es proche d'un support? Est-ce que tu es dans une tendance haussière ou baissière? Puis est-ce qu'il y a du volume pour confirmer le mouvement? C'est ça qui fait la différence entre un pro et un amateur pour lire ces chandelles-là. Le pro, il regarde l'ensemble de la scène. Ce que tu dois retenir, c'est 1, apprendre à reconnaître les chandelles comme le hammer, le doji, le shooting star. 2, regarder où elles apparaissent. Elle apparaît en tendance
tendance baissière dans une chute ou en haussière dans un pump. Puis ne prends jamais une décision juste pour une chandelle. Combine-les toujours dans le contexte avec un support, une résistance, volume des indicateurs, la tendance de marché. Fait qu'en conclusion, là, tu viens de découvrir le début du langage du marché. Chaque chandelle que tu vois, là, comme je t'ai dit tantôt, c'est pas juste un graphique qui bouge, c'est une histoire, c'est une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, entre la peur et la confiance. Puis toi, tu es en train d'apprendre à lire entre les lignes de tout ça. Fait que dans la prochaine section, on va parler des zones clés que les pros surveillent, les fameux supports et résistances. Tu vas voir, ça va changer vraiment ta vision du marché à jamais. Bon, là, prépare-toi à voir le marché avec des nouvelles lunettes parce qu'on va parler de ce que j'appelle les zones magiques, les supports et les résistances. Puis une fois que tu sais comment les repérer, là, tu vas comprendre où acheter et où vendre, puis surtout quand ne pas toucher à rien. Parce que ne pas trader, c'est aussi trader. C'est quoi un support? Un support, c'est une zone où le prix a souvent rebondi dans le passé. Imagine le marché comme une balle qui tombe. Quand elle frappe le sol, elle rebondit. Ce sol-là, c'est un support. C'est une zone où les acheteurs disent « OK, là, à ce prix-là, c'est une bonne affaire, on achète ». Puis souvent, le prix arrête de baisser, puis là, après ça, on repart à la hausse. C'est quoi une résistance maintenant? La résistance, c'est l'inverse complètement. C'est le plafond invisible qui bloque le prix à aller plus haut. Dans le fond, c'est comme si tu avais une balle qui monte puis qui frappe un plafond qui est trop bas. À ce niveau-là, les vendeurs disent « OK, là, c'est rendu trop cher, on vend ». Fait que le résultat de ça, c'est que le prix bloque et même redescend. Pourquoi c'est aussi important? Parce que ces zones-là, ils existent pas juste par magie. Ils existent parce que tout le monde les regarde. Les pros, les robots, les institutions, ils attendent ces zones-là pour prendre des positions. Donc, si toi aussi tu les vois, tu n'es plus à l'aveugle. Tu sais où acheter intelligemment, tu sais où vendre stratégiquement, puis tu sais où attendre patiemment. Comment on fait pour repérer un support ou une résistance? C'est pas une ligne parfaite, c'est souvent des zones. Moi, c'est comme ça que j'aime ça l'enseigner. Fait que mettons que tu ouvres ton graphique sur TradingView, BTC, USDT, puis tu te mets en One Day, fait qu'en Daily Chart. Puis là, il faut que tu regardes où le prix a rebondi plusieurs fois dans le passé pour trouver les supports. Puis numéro 2, où le prix s'est fait rejeter plusieurs fois dans le passé pour analyser les résistances. Okay? Un truc, plus une zone est testée plusieurs fois, plus qu'elle devient importante. Puis aussi, si elle est cassée, les rôles peuvent s'inverser. Fait qu'un ancien support devient une résistance, puis vice-versa. Fait qu'un exemple concret, imagine que Bitcoin a rebondi 3 fois autour de 25 000. Ça veut dire que c'est un support qui est solide. Mais si un jour, il descend sous le niveau de 25 000 et que ce niveau-là devient plus difficile à repasser vers le haut, c'est maintenant ce qu'on appelle une résistance. Puis ce changement de rôle-là, c'est un signal qui est très fort, puis c'est souvent utilisé par les traders qui sont sérieux. Fait que maintenant, comment les utiliser dans ta stratégie? Quand tu veux acheter, tu cherches toujours à acheter près des supports. Jamais au hasard, puis jamais sur les résistances. Puis quand tu veux vendre ou prendre tes profits, tu regardes les résistances à venir ou si, mettons, on a cassé un support, puis on le reteste en résistance. Tu attends la prochaine zone plus basse, puis tu forces rien. L'erreur fréquente que je vois, qui est à éviter, c'est acheter en plein milieu d'un range entre une résistance puis un support. Acheter quand le prix est collé à une résistance ou vendre pratiquement sur un support en panique. Prends toujours l'habitude de regarder où que tu te trouves par rapport à ces zones-là. Comme en voiture, tu regardes la route devant toi, pas juste ton volant. Fait qu'en conclusion, si tu comprends les supports et les résistances, tu as déjà une bonne longueur d'avance énorme sur les autres parce que tu commences à comprendre, à penser avec des zones, pas juste un prix fixe, à prendre des décisions plus calmes, plus stratégiques. Ça va t'éviter de faux mots ou de vendre à panique sur des supports. Puis maintenant que tu as cette base-là, on peut passer au gros morceau, les tendances de marché. On va te montrer comment les repérer, les suivre, puis plus jamais naviguer contre le courant des tendances. Bon, là, c'est le fun parce qu'on commence à rentrer dans le genre de truc qui fait que le trading devient visuel. Okay? Tu regardes un graphique, puis tu vois des formes, des patterns, des signaux. Ça, c'est comme apprendre à lire dans la matrice. Mais attention, c'est pas non plus de la magie. C'est pas si tu vois un triangle, tu vas devenir millionnaire. C'est juste des indications, des probabilités, puis surtout des outils pour prendre des meilleures décisions. Et aujourd'hui, je vais te montrer 4 patterns ultra connus que les pros surveillent puis que tu peux commencer à reconnaître dès maintenant. Numéro 1, le cup and handle, le tasse et anse en bon français. C'est littéralement une forme de tasse avec une petite anse. Puis voici comment ça se forme. Numéro 1, le prix descend tranquillement puis forme la courbe de la tasse. Il remonte ensuite graduellement, termine en haut de la tasse. Puis là, il y a une petite consolidation qui se forme sur le côté qui forme la anse. Puis bang, ça casse à la hausse. Ce que ça veut dire, c'est que le marché a digéré une grosse correction, il a repris de la force tranquillement. Les acheteurs, ils se préparent ensuite à pousser le prix très fort. C'est un pattern qui est généralement très bullish.
Souvent, c'est suivi d'un gros breakout quand la anse, elle casse. C'est super important de briser la résistance. C'est super important d'être patient, puis il faut attendre la cassure de la anse pour confirmer vraiment le breakout parce que ce n'est pas 100% des cas que le pattern va casser à la hausse. Le pattern numéro 2, c'est les triangles ascendant, descendant et aussi symétriques. Un triangle, c'est quand le prix commence à se resserrer dans une sorte de coin. Okay? Fait qu'exemple, le triangle ascendant, ça crée une ligne horizontale en haut puis une ligne montante en bas. C'est souvent un pattern qui est très positif. Les acheteurs testent la résistance encore et encore jusqu'à temps de la casser. Un triangle descendant, ça a une ligne horizontale en bas puis une ligne descendante en haut. C'est souvent négatif. Les vendeurs ils tapent le support jusqu'à temps qu'il casse. Puis un triangle symétrique, c'est deux lignes qui convergent ensemble. C'est un signal qui est neutre. Généralement, le prix est en compression, prêt à exploser dans un sens ou l'autre, dépendamment de la tendance du marché. Fait que l'idée ici, c'est de comprendre que le marché est en attente, en train de charger pour la prochaine phase. Puis quand ça casse, ça passe souvent avec force. Fait que pour t'aider, utilise le volume. Parce que si le volume augmente quand il y a une cassure de support ou de résistance, tu as une confirmation du mouvement. Après ça, la figure numéro 3, c'est le falling wedge. Celui-là, c'est un de mes préférés. C'est quand le prix descend, mais dans un canal de plus en plus serré. Les deux lignes sont descendantes, mais la pente commence à se calmer. Ce que ça veut dire, c'est que le marché est en correction. Mais les vendeurs perdent de la force à mesure, puis les acheteurs sont en train de reprendre le contrôle. Puis quand ça casse vers le haut du wedge, souvent, c'est là que ça décolle. C'est un pattern de retournement haussier, souvent extrêmement sous-estimé, mais vraiment puissant. La figure numéro 4, c'est le bull flag ou le drapeau haussier. Celui-là, il est clean. Tu vois une forte montée verticale qu'on appelle un pull, donc la tige, puis une petite consolidation en canal descendant qu'on appelle le flag. Ce que ça dit, c'est que les acheteurs ils ont dominé tout le long, puis ils prennent une petite pause. Puis si ça casse vers le haut, la montée continue souvent avec la même force qu'avant. C'est un des patterns les plus utilisés par les day traders et même les gens qui font du swing trading. Puis encore une fois, toujours attendre la cassure avec du volume. Fait que là, comment utiliser ces patterns-là dans la stratégie qu'on veut? Tu veux pas juste les voir, tu veux les trader intelligemment. Fait que voici quelques règles d'or. Ne prends jamais position en milieu du pattern. Toujours attendre un support, une résistance ou même la cassure avec une confirmation de volume évidemment. Place tes stop-loss juste en dessous de la structure, puis prends tes profits progressivement, surtout si le move est très rapide. Puis un pattern qui échoue, puis qui crée ce qu'on appelle un fake-out, c'est un signal fort aussi, parce que parfois le prix va feinter une cassure, puis après ça va repartir de l'autre côté. Puis c'est pour ça que tu dois toujours trader avec une bonne gestion de risque. Fait qu'en conclusion, là, ces quatre patterns-là, le cup and handle, le triangle, le wedge, le bull flag, c'est comme ton kit de départ pour décoder les intentions du marché. Tu vas pas devenir un pro trader en 10 minutes avec ça, mais tu vas commencer à avoir des opportunités que tu n'aurais jamais remarquées auparavant. Puis plus tu les vois, plus tu comprends la psychologie derrière le mouvement. Puis dans la prochaine section, on va parler d'un autre sujet ultra important. Ça va être de comment utiliser les tendances pour toujours trader du bon côté du marché. Parce que repérer un pattern, c'est super, mais savoir dans quelle direction trader, c'est encore mieux. Bon, fait que là, tu es rendu à un point où tu sais lire les chandelles, spotter les zones importantes puis voir les patterns. Mais parfois, tu as besoin d'un petit confirmateur de plus. Quelque chose pour valider est-ce que ce move-là est réel ou c'est juste un faux départ. Puis c'est là que les indicateurs techniques y rentrent en jeu. Aujourd'hui, je vais te montrer mes 3 préférés pour un débutant. Numéro 1, le RSI, Relative Strength Index. Numéro 2, le MFI, donc le Money Flow Index. Puis numéro 3, le Gaussian Channel. Le RSI, le Relative Strength Index, c'est un outil qui mesure la force d'un mouvement. Il va de 0 à 100. Puis si le RSI est au-dessus de 70, ça veut dire que le marché est suracheté. Puis si le RSI est en dessous de 30, ça veut dire que le marché est survendu. Mais attention, juste parce qu'un coin est suracheté, ça ne veut pas dire qu'il va s'écrouler. Ça veut juste dire qu'il est peut-être trop étiré puis qu'il y a une correction qui va bientôt arriver. Ce que tu veux surtout repérer avec le RSI, c'est des divergences. Donc quand le prix monte, mais que le RSI baisse. Puis aussi des confirmations. Le RSI monte en même temps que le prix, donc ça veut dire qu'il y a un momentum qui est sain dans le marché. Exemple, si tu vois un pattern bullish, mais que le RSI est à 85, peut-être que tu arrives trop tard dans le marché. Fait que peut-être attendre une petite correction avant de se positionner. Ensuite de ça, le MFI, donc le Money Flow Index. Le MFI, c'est comme un RSI, mais avec du volume en plus. Il ne montre pas juste le mouvement du prix, mais combien d'argent entre ou sort du marché.
C'est super utile pour voir si le pump est soutenu par des gros acheteurs ou si la chute est vraiment forte ou c'est juste une petite panique sans volume. Ce que tu veux repérer, c'est des divergences entre le prix et le MFR. Donc, si on voit qu'on a des hauts de plus en plus hauts puis qu'on voit des bas de plus en plus hauts sur le MFR, ça montre que le prix est sur le point de retourner. Numéro 3, le Gaussian Channel. Celui-là, il est extrêmement visuel. C'est comme un ruban coloré qui se place autour du prix. Quand le ruban est vert, on est dans une tendance haussière. Puis quand le ruban est rouge, on est dans une tendance qui est baissière. Puis quand le prix repasse à travers le ruban, ça veut signaler un changement de tendance. Le Gaussian Channel, il est vraiment utile pour rester dans une tendance claire sans overthink le marché. Pas te faire piéger par une petite bougie contre la tendance, puis voir les zones de support dynamiques pendant la bull run. Fait que par exemple, si tu veux acheter un pullback ou un retracement, tu regardes si le prix reteste le canal vert, puis si ça rebondit, boum, c'est peut-être un bon moment d'acheter. Maintenant, comment utiliser ces indicateurs-là ensemble si tu ne veux pas dépendre d'un seul indicateur? Tu veux que plusieurs éléments pointent dans la même direction. C'est ça la stratégie. Voici un exemple de combo. Tu vois, mettons, un bull flag qui commence à casser. Le RSI monte tranquillement, mais pas encore suracheté. Le MFA est en train de pump, puis le Gaussian Channel vient de virer au vert. Là, tu as 4 confirmations que ça, c'est un trade qui a une autre probabilité. Ce qu'il faut éviter, c'est penser qu'un indicateur prédit le futur, puis trader juste avec un signal de RSI ou MFI isolé, ça peut être profitable. Puis aussi de changer d'avis à cause d'une chandelle puis d'un petit mouvement dans le marché. Les indicateurs, là, ils t'aident à valider une tendance, pas à deviner l'avenir du marché. Il faut que tu les utilises comme un GPS, mais pas comme un pilote automatique. En conclusion, là, tu viens d'ajouter à ta boîte à outils 3 indicateurs simples, visuels puis surtout efficaces. Tu as le RSI pour voir si le marché est trop étiré d'un bord comme de l'autre. Tu as le MFI pour savoir si l'argent pousse vraiment dans une direction. Puis tu as le Gaussian Channel pour surfer les tendances visuellement. Qu'avec ça, tu n'es plus en train de guesser le marché s'en va où, tu es en train d'observer, d'analyser puis d'agir avec des données qui sont concrètes. Puis dans le prochain module, on va aller encore plus loin. On va te montrer comment créer ta propre routine de trading simple puis suivre le marché à chaque semaine sans te brûler ou même devenir fou. Alright, donc là, on va jaser de quelque chose de super puissant, mais aussi super sous-estimé, qui est le sentiment du marché. Puis je te le dis tout de suite, tu peux avoir le meilleur setup technique du monde, mais si tu n'analyses pas le sentiment global du marché, tu risques de te faire rincer. Pourquoi? Parce que le marché il est guidé par 2 émotions principales. Tu as la peur puis tu as l'euphorie. Puis le rôle du trader ou de l'investisseur, c'est de faire l'inverse de la masse. Quand tout le monde a peur, tu te prépares à acheter. Puis quand tout le monde est dans l'euphorie, tu te prépares à vendre. C'est simple à dire, mais c'est difficile à faire en pratique. Mais inquiète-toi pas, on va t'aider à reconnaître ces moments-là. Comment détecter les phases du marché? Parce qu'il y a 4 grandes phases que tu vas voir venir encore et encore. Tu as numéro 1, la phase d'accumulation. Ça, c'est le marché qui est plate. Personne ne parle de la crypto. Les prix sont bas, mais c'est là que les investisseurs intelligents y achètent constamment. Numéro 2, tu as la montée qu'on appelle le markup. Le prix commence à monter tranquillement. Les premiers commencent à FOMO, mais pas trop. Numéro 3, l'euphorie, qu'on appelle aussi une phase de distribution. Les médias commencent à en parler, tout le monde veut devenir riche avec la crypto, le prix explose, puis ça commence à plafonner. Puis numéro 4, le markdown. C'est là que ça crache, la panique, les gens y crient, c'est fini la crypto, ça s'en va à zéro, mais après ça, le cycle recommence toujours. Repérer la phase du marché où on est, ça change absolument tout parce que tu vas arrêter de courir après les tops puis tu vas apprendre à te placer quand personne regarde la crypto. Pour ça, il faut que tu comprennes le Fear and Greed Index. C'est un outil, un des plus simples que je connais, mais des plus puissants que tu as à ta disposition. Tu le trouves gratuitement sur des sites comme alternative.me. C'est quoi le Fear and Greed Index? C'est un score entre 0 et 100. 0, extrême peur, 100, euphorie totale. Puis à chaque extrême, il y a une opportunité. Quand le score est en bas de 20, tout le monde est traumatisé. Les prix sont souvent très bas, puis tu dois commencer à t'intéresser sérieusement. Quand le score est en haut de 80, là, tout le monde est overexcité, arrogant, pense devenir millionnaire en 3 jours, puis les prix sont souvent très surévalués. C'est là que tu dois commencer à prendre tes profits. C'est pas un outil qui est parfait, mais c'est comme une boussole émotionnelle. Là, il y a des pièges à éviter. Les liquidation traps. Ce que les pros appellent les liquidation traps, c'est quoi? C'est des mouvements artificiels du marché qui sont souvent provoqués pour piéger les débutants qui tradent avec des effets de levier. Exemple, le prix monte jusqu'en haut d'une résistance. Là, tout le monde FOMO, rentre en position, puis après ça, bang! Le prix se fait rejeter violemment, puis tout le monde se fait liquider. Ou à l'inverse, le prix descend sous un support,
Puis là, tout le monde panique, commence à shorter les marchés, puis bang, le prix remonte directement, puis les shorts se font toutes liquider. Le but de tout ça, c'est de prendre l'argent des gens qui ont été impatients. Comment éviter ça? Attendre toujours une confirmation avant d'entrer en position, utiliser les stop-loss intelligemment, pas coller au niveau psychologique non plus. Ensuite, regarder le volume et les liquidités, mais surtout, ne trade pas avec des émotions parce que c'est là que tu te fais avoir. Fait qu'en conclusion, le sentiment du marché, c'est pas juste un feeling. C'est une donnée puissante que les pros utilisent eux-mêmes pour timer leur entrée puis leur sortie. Fait qu'avec ça, tu n'as plus d'excuses. Tu sais comment repérer la peur puis l'euphorie, puis surtout les pièges du marché, puis à savoir quand penser à contre-courant de la masse. Puis honnêtement, c'est une des qualités principales des investisseurs qui réussissent à long terme de penser contre le courant. Dans le prochain module, on va commencer à bâtir un portefeuille intelligent adapté à ta réalité. Pour que tu puisses revoir ça à tout moment, on t'a préparé le guide express. Ça, c'est un résumé clair puis complet de ce qu'on vient de voir dans ce module-là avec tous les liens, les outils et les ressources importantes qu'on vient de parler. Tu vas avoir accès au Fear Good Index dans cet outil-là. Tu peux le télécharger gratuitement en rejoignant la communauté du Club Crypto. Le lien est tout simplement dans la description. Puis après ça, tu repars avec ton guide. Alright, donc là, on va commencer ce module-là avec une stratégie que j'adore. C'est une approche des plus solides qui existent. Je te parle ici de faire du DCA ou du Dollar Cost Averaging. En français, ça veut dire moyenner ton prix d'achat dans le temps à la baisse. Puis tu vas voir, c'est peut-être pas aussi sexy que de mettre un 100x levier sur un shitcoin, mais c'est justement ça le concept. Puis faire en sorte que c'est puissant, simple puis durable. Pourquoi le DCA bat le timing du marché? On va être clair tout de suite, personne, je dis bien personne, ne peut prédire exactement quand acheter et quand vendre à chaque fois. Même les pros, même les gars avec des lunettes de Matrix puis 8 écrans là, que tu vois dans le studio, là, personne n'a exactement une boule de cristal pour savoir le niveau d'excellence pour acheter ou pour vendre. Puis pourtant, c'est ce que 90% des débutants essayent de faire, de deviner le bon moment d'achat. Est-ce que j'achète là? Est-ce que j'attends encore un peu? Puis si ça redescend, résultat, ils achètent jamais ou ils achètent au pire moment. Mais avec le DCA, ben, tu coupes ça net. Tu te dis, écoute, j'ai 1000$ à investir, je vais l'investir sur les 5 prochains mois, peu importe ce qui se passe. Fait que, exemple, mois numéro 1, 200$. Mois numéro 2, 200$. Mois numéro 3, 200$. 4 et 5, 200, 200. Aussi simple que ça. Puis à la fin, mais tu as payé un prix moyen. Tu n'as pas acheté le top, tu n'as pas acheté le bottom, mais tu as joué gagnant à long terme. Puis si le prix baisse avec le temps, bien c'est parfait, tu vas en acheter encore plus bas. C'est ça la beauté du DCA, quand le prix baisse, tu achètes plus de coins pour le même montant. Exemple, le mois numéro 1, si Bitcoin est à 60 000, tu achètes 0.0033 BTC. Mois numéro 2, BTC est à 50 000, tu achètes 0.004 BTC. Tu comprends le concept. Fait qu'à chaque mois, tu peux acheter plus de BTC pour moins cher. Puis à la fin, bien, ton prix moyen est autour d'à peu près 50 000. Si tu l'as fait 60, 50, 40, 30, 20, c'est beaucoup mieux que si tu avais tout mis à 60 000 d'un coup. Fait qu'après ça, comment peaufiner son entrée avec les bons outils? Là, tu te demandes sûrement, ouais, mais comment je sais quand DCA, à quelle fréquence, avec quel outil que je fais ça? Puis c'est là que je rentre avec ma stratégie élite. Puis don't worry, là, si tu es un élite, là, je vais pas leur dévoiler la stratégie publiquement comme ça, là, mais je vais te donner les grandes lignes. Il y a deux façons de faire du DCA. Le DCA classique fixe, qu'on appelle que tu mets un montant fixe chaque semaine ou à chaque mois, peu importe le prix. Ça, c'est simple, c'est solide, mais c'est pas optimisé. Puis après ça, tu as le DCA dynamique qu'on appelle. Que ça, c'est pas mal plus intelligent parce que tu adaptes ton DCA en fonction du momentum du marché puis de certains indicateurs. Quand le prix est en zone de peur extrême, tu peux augmenter ton DCA. Puis quand le prix est en euphorie, bien, tu réduis ou même tu arrêtes temporairement de faire ton DCA parce que tu ne veux pas acheter les tops de marché. Puis avec les bons outils, bien, tu peux optimiser ton entrée avec intention. Tu peux mettre plus d'argent quand on est dans la peur, puis moins d'argent quand on tombe dans l'euphorie. Dans mon programme complet, je te montre exactement quels indicateurs utiliser, comment les combiner, puis quand déclencher ton DCA dynamique. Mais déjà là, tu peux comprendre au moins le concept. Fait qu'avec ça, tu n'investis pas au hasard. Tu suis le rythme du marché. Les erreurs à éviter avec ça, c'est que beaucoup de gens utilisent le DCA comme une excuse pour acheter sans réfléchir. Mais le but, c'est pas juste de moyenner, c'est de moyenner intelligemment, en phase avec le sentiment du marché, les indicateurs, puis ton plan de trading. Sinon, tu tombes dans le piège de « ben c'est pas grave, là, si je perds, là, je fais du DCA ». Non, c'est pas ça le concept. Un DCA bien fait, c'est une machine de guerre. Un DCA mal fait, c'est juste une fuite de cash à l'infini. Fait que la conclusion, c'est que le DCA, c'est pas juste une technique de débutant, c'est une stratégie de pro quand c'est bien exécuté. Tu vas réduire ton stress, tu vas éliminer la pression de devoir timer parfaitement le marché, tu profites des corrections au lieu d'en avoir peur, puis surtout, mais tu vas bâtir un portefeuille solide, cohérent, puis aligné avec le long terme. Puis c'est ça qui fait la différence entre ceux qui gagnent puis ceux qui guessent. Dans la prochaine section, on va parler de ton profil d'investisseur, puis comment adapter ta stratégie à ton style, ton niveau de risque,
puis aussi ta réalité. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas une bonne méthode. Il y a ta bonne méthode. Imagine que tu es dans une jungle, puis là, tu as deux types d'investisseurs. Le premier avance là, sans carte, sans boussole, sans lumière, puis l'autre, il y a une lampe frontale, un GPS, puis une vision nocturne. Qui tu penses qui va sortir vivant avec le trésor? C'est exactement la différence entre ceux qui investissent à l'aveugle puis ceux qui ont les bons outils pour naviguer le marché. Aujourd'hui, je vais te montrer deux outils super simples, mais qui sont vraiment efficaces, qu'on utilise dans mon programme privé, puis je vais t'en présenter même un troisième qui est exclusif à mes clients, mais je vais te donner juste un petit aperçu. Le premier, c'est le Fear and Good Index. On en a déjà parlé dans le module précédent, mais je veux que tu comprennes à quel point cet outil-là est sous-utilisé. C'est littéralement un baromètre émotionnel du marché. Quand il est en dessous de 20, tout le monde panique. Quand il est au-dessus de 80, tout le monde capote. Puis la stratégie qu'on enseigne dans le programme, c'est d'utiliser cet index-là pour ajuster notre DCA puis nos prises de profit. Fait, mettons, l'indicateur est entre 10 et 20, tu veux être en mode accumulation stratégique. S'il est entre 80 et 90, tu veux commencer à prendre des profits comme un pro. Le marché fonctionne avec des émotions. Cet outil-là, ça te permet de penser vraiment à contre-courant. Puis juste ça, si tu l'utilises bien, tu peux multiplier ton capital juste en agissant intelligemment quand personne ose le faire. Le deuxième, c'est l'indicateur Elite. Fait que laisse-moi te parler d'un outil fait maison, un truc qu'on a développé pour nos clients privés. C'est un indicateur qu'on appelle simplement l'indicateur Elite. Je ne vais pas te montrer le code ni tous les détails, ça c'est réservé à nos membres premium. Mais je vais t'expliquer ce qu'il fait. Cet indicateur-là, il combine sentiment de marché, zone de timing stratégique, des signaux basés sur l'historique de Bitcoin, puis un algorithme qui t'aide à savoir intelligemment quand acheter puis quand vendre. Fait que exemple, imagine un feu de circulation, vert égale zone d'accumulation progressive, jaune égale prudence, zone neutre, puis rouge, zone de profit, euphorie extrême. Fait que l'indicateur, il se met à jour en temps réel, puis fonctionne avec les cycles. Ça te permet d'acheter avec conviction quand le monde a peur, de ne pas paniquer dans les corrections et surtout de savoir quand sortir proprement sans émotion. C'est pas juste des buy signals, c'est vraiment un outil de précision pour les vrais investisseurs. Puis honnêtement, c'est ce que j'aurais vraiment aimé savoir quand j'ai commencé, mais j'ai dû le créer moi-même, puis maintenant, les clients l'ont à leur disposition. Pourquoi je te le montre, mais pas entièrement? C'est parce que je veux que tu comprennes une chose qui est importante. Ce que je t'ai donné jusqu'à maintenant, c'est déjà énorme, OK? Mais c'est juste la surface de ce qu'on enseigne à l'intérieur de notre programme. Là, tu as juste vu le genre de trailer, mais le film complet, c'est dans le programme Elite que ça se passe. Mais crois-moi, quand tu as des outils comme ça dans ton arsenal, tu passes ta game à un autre niveau. Tu deviens ce genre de personne que les gens regardent en mode « Yo, comment il a su quand acheter, lui? Pourquoi lui, il vendait pendant que tout le monde achetait? » Puis la réponse, c'est simple, il y avait les bons outils. Fait qu'en conclusion, aujourd'hui, tu as vu des outils qu'on utilise pour trader avec confiance, le Fear and Greed Index, pour suivre le sentiment global, et aussi un aperçu de notre indicateur Elite. Avec juste ça, tu as déjà une meilleure boussole que 90% du monde dans le marché, mais si tu veux aller plus loin, si tu veux les vraies armes, le vrai plan, les outils complets, il reste qu'une chose à faire, passer au niveau supérieur. Puis justement, dans la prochaine section, je vais t'expliquer comment on adapte tout ça à ta réalité parce qu'on va parler de toi. On va parler de ton style, ton niveau, ton capital, puis on va bâtir une stratégie sur mesure pour ta situation. Alright, donc là, on va parler d'un truc que les médias, ils te font jamais te montrer, mais qui peut changer ta perspective du marché. Les phases de marché, là, une fois que tu comprends ça, tu vas commencer à voir les graphiques comme un film en genre 4 parties qui se répètent encore et encore. Tout marché, le crypto ou pas crypto, suit toujours le même cycle émotionnel. Voici les 4 phases principales. 1, on a l'accumulation. Le marché est mort, les médias en parlent plus, les gens pensent que c'est fini. C'est là que les pros achètent tranquillement. 2, la montée, qu'on appelle aussi le markup. Le prix commence à monter doucement. Les gens recommencent à s'y intéresser, puis les premiers retours positifs commencent à apparaître. C'est là que les investisseurs intelligents continuent d'accumuler. Phase 3, la distribution. Là, c'est là que le prix explose. Tout le monde parle de crypto. Ton oncle veut acheter du Shiba à Noël. C'est là que les gros joueurs vendent en silence. Puis 4, c'est le déclin qu'on appelle aussi le markdown. Ça crash, tout le monde panique, tout le monde dit que c'est un arnaque, que Bitcoin s'en va à zéro. Puis la boucle, elle recommence ensuite. Les cycles sont émotionnels. Puis plus tu les observes, plus tu deviens capable de ne pas te faire piéger. Fait que là, comment savoir dans quelle phase on est? C'est là que l'analyse du contexte global devient utile. Il faut que tu regardes le sentiment général du marché. Est-ce que le marché est en peur ou en euphorie? Le niveau des prix, est-ce qu'on est proche de all-time high ou est-ce qu'on est proche des planchers? Les indicateurs de momentum, le prix monte avec volume ou juste avec des mèches? Puis surtout, tu regardes Bitcoin contre les altcoins avec la Bitcoin Dominance. La alt season, c'est quoi? Puis comment ça fonctionne? Là, le fameux mot magique alt season, tout le monde le cherche, tout le monde l'attend, mais très peu comprennent comment elle fonctionne. La alt season, c'est une période où les altcoins explosent puis surperforment les rendements de Bitcoin. Mais attention,
elle arrive jamais au hasard. Ça, c'est un pattern classique de bull run de crypto. Numéro 1, Bitcoin pump en premier. Là, il attire l'attention des gros investisseurs. Les gros, ils rentrent massivement. Le prix de Bitcoin explose. Ensuite, Ethereum suit souvent un peu décalé de Bitcoin. Puis quand Bitcoin corrige puis commence à se stabiliser, les altcoins se mettent à exploser. Pourquoi? Mais parce que les investisseurs veulent plus de rendement. Puis comment ils font ça? Bien, ils prennent leurs profits dans Bitcoin, puis ils vont les réinvestir dans des projets plus risqués. Puis c'est là que la fête commence. Plus 300 800 1200 mais ça ne dure pas éternellement. Puis souvent, ça se termine dans la douleur pour la majorité des gens. Puis c'est pourquoi que tu dois apprendre à lire le contexte puis à sortir avant la tempête. L'autre chose que tu dois comprendre, c'est la corrélation entre l'index dollar US, le DXY et Bitcoin. Là, on rentre dans un niveau un peu plus avancé, mais inquiète-toi pas, je vais essayer de te l'expliquer le plus simple possible. Le DXY, c'est l'index dollar US. Ce que tu dois retenir, c'est quand le DXY monte, Bitcoin a tendance à baisser. Puis quand le DXY chute, Bitcoin a tendance à monter. Pourquoi? Parce que c'est une question de flux monétaire. Quand le dollar est fort, les gens préfèrent le garder. Puis quand il faiblit, les gens cherchent des alternatives, or Bitcoin ou même des actions. Donc, si tu veux anticiper un pump ou un dump, regarde la direction du DXY. Quand le DXY est en train de casser un support, ça peut être un signal d'entrée pour Bitcoin. Ce que tu dois retenir dans tout ça, c'est que le marché des cryptos suit toujours les 4 mêmes phases. Apprends-les par cœur, c'est super important. La alt season suit une logique. OK? BTC pump, Ethereum pump, alt season explosion. Puis le DXY, c'est un indicateur macro qui influence directement Bitcoin. Si tu sais lire le contexte, tu peux prendre des décisions pas mal plus intelligentes. Fait qu'en conclusion, là, tu n'es plus un débutant rendu à ce stade-ci de la vidéo. Tu es rendu à un point où tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu as une vision macro, tu comprends les forces invisibles qui influencent les marchés. Puis là, tu sais maintenant que tout est cyclique. Tu peux soit te laisser emporter par la vague ou tu peux apprendre à surfer la vague. Puis justement, dans la prochaine section, je vais te montrer ma checklist personnelle que j'utilise avant chaque investissement. Un truc vraiment simple, structuré, mais qui te protège de faire des mauvais mots. Le plus grand danger en crypto, c'est pas les scams, c'est pas les shitcoins, c'est même pas les crashs de marché, c'est toi-même. Plus précisément, c'est tes émotions. Puis encore plus précisément, le FOMO puis le FOD. C'est quoi le FOMO? Le FOMO, ça égale le Fear of Missing Out. En français, la peur de manquer quelque chose. Tu l'as sûrement déjà vécu, tu vois un coin qui monte de 300 tu te dis « shit, je peux pas manquer ça ». Puis là, tu rentres, puis paf, ça crash le lendemain. Pourquoi? Ben parce que tu n'as pas pris une décision basée sur une stratégie, mais tu l'as pris basée sur des émotions. Puis le FOMO, c'est comme un virus. Il te fait oublier tout ce que tu as appris, puis il te pousse à agir vite sans réfléchir. Puis le FOD, ça veut dire Fear, Uncertainty, Doubt. Peur, incertitude et doute. C'est l'autre extrême du marché. Le marché commence à baisser un peu, puis là, tu commences à avoir des mauvaises nouvelles sur Twitter. Tu as peur de tout perdre, tu vends en panique. Puis bien souvent, tu aurais juste au besoin d'attendre quelques jours pour que mauvaise nouvelle ou peu importe, ça reparte à la hausse. Mais non, le FOD t'a fait croire que c'est fini, que tout va s'effondrer, puis là, tu dois sortir maintenant. Puis le pire, c'est que les gros joueurs, eux autres, ils adorent le FOD parce que pendant que tout le monde panique, ben eux, ils achètent à rabais. Fait que comment éviter de tomber dans le piège maintenant que tu connais tes ennemis? Voici comment les neutraliser. Numéro 1, il faut que tu aies un plan clair avant d'investir. C'est quoi le prix d'entrée? C'est quoi ton take profit? Où tu prends tes profits? C'est quoi ton stop mental, ton stop loss pour prendre ta perte si, mettons, ça tourne au vinaigre? Puis, si tu as un plan, tu suis ton plan, peu importe ce que Twitter ou même ton voisin te dit. Déconnecte-toi pendant les gros moments de volatilité. Quand ça explose ou quand ça crash, va faire d'autres choses. Au pire, regarde tes indicateurs techniques. Scroll pas TikTok à la recherche de réponses parce que les émotions viennent souvent des autres. Puis rappelle-toi que le marché est cyclique. Après chaque pump, il y a un dump. Après chaque peur, il y a une reprise. Il n'y a rien de permanent. Tout est cyclique. Si tu veux survivre longtemps dans ce marché-là, il faut que tu apprennes à rester calme. Petit rappel important aussi, jamais prendre une décision importante quand tu es dans un état émotionnel extrême. Si tu es surexcité, prends une pause. Tu es terrifié, prends une pause. Si tu te sens impulsif, prends une pause. Respire, rappelle-toi de ton plan de match, puis agis comme un investisseur, pas comme un joueur de casino. En conclusion, gérer tes émotions, c'est peut-être le skill le plus rentable en crypto, parce que la vérité dans tout ça, c'est que ceux qui paniquent, ils perdent toujours. Ceux qui restent calmes finissent toujours gagnants. Puis dans la prochaine section, je vais justement te montrer comment structurer ton portefeuille pour justement minimiser l'impact émotionnel, avoir une vision claire et être capable de passer à l'action sans stresser. Bon, fait que là, imagine ça, tu as appris à bien trader, tu as une bonne stratégie, tu fais des gains constamment, mais tu as juste 1000$ dans ton compte. Ben, je t'annonce de quoi? Même si tu fais plus 10% dans le mois, tu as gagné 100$. C'est cool, mais on s'entend, tu vas pas prendre ta retraite avec ça. Puis c'est là que les prop firms entrent en jeu. C'est quoi une prop firm? C'est une compagnie qui te donne de l'argent à gérer à condition que tu saches ce que tu fais. En gros, tu passes un petit test, souvent en mode démo. Tu prouves que tu sais gérer ton risque,
puis que tu trades pas comme un cowboy, puis s'il aime ton style, puis tes rendements, il te file un compte de 50, 100 et même 200 000 $, puis toi, tu trades avec leur argent, puis tu gardes jusqu'à 90% des profits que tu génères. Tu n'as pas besoin d'hypothéquer ta maison, pas besoin d'avoir 20 000 de cash de côté, juste des skills, de la discipline puis un plan de match. Je te donne un exemple concret. FTMO, c'est une des grosses firmes réputées dans le monde, puis voici comment ça fonctionne. Tu payes un test, ça coûte à peu près, mettons, une coupe de 100$ US pour un compte, mettons, de 10 à 200 000 US ou plus. 2, tu dois faire un certain rendement. Exemple, il faut que tu fasses 10% de ton compte, mais en respectant des règles claires. Si tu passes le test, tu es funded. Tu trades avec leur argent, puis tu gardes la majorité des profits. C'est pas un prêt, là. C'est pas un fake account, c'est du vrai cash que si tu performes, tu récoltes. Puis pourquoi c'est un levier de malade mental? Bien, fais le calcul rapide. Avec 1000$, tu fais 10%, tu gagnes 100$. Si tu as un compte FTMO de 100 000, avec les mêmes rendements, tu gagnes 10 000$. C'est les mêmes skills. La seule différence, le capital. Puis ce capital-là, ben, tu ne vas pas le chercher dans ta poche, tu vas le chercher chez les prop firms. Mais attention, ce n'est pas un casino non plus. Ils veulent voir de la discipline, de la gestion de risque, puis une stratégie qui est claire. Puis c'est là que le club crypto te prend en main. Tu vois, il y a une différence entre trader un peu sur Binance à l'instinct puis au gut feeling, puis te faire funded par une prop firm puis gérer 100-200 000 de capital externe. C'est deux mondes complètement différents. Puis chez Club Crypto, on a un programme de formation avancé où on t'aide à devenir solide en analyse technique, maîtriser une stratégie simple mais puissante avec de la gestion de risque, te préparer mentalement à trader avec du capital externe de 100-200 000, réussir les challenges de prop firm, puis surtout avoir de la constance dans tes résultats. Notre objectif, c'est quoi? C'est pas juste de faire de toi un bon trader, c'est de faire de toi quelqu'un qui est extrêmement bien payé en trading. Puis pourquoi c'est le futur du trading? Ça, c'est que tu peux commencer avec 0$. Tu mets un petit montant pour faire ton test, tu trades bien, tu montres que tu es sérieux, puis ça coche. Puis après, tu as accès à des gros montants que tu n'aurais jamais pu imaginer dans ton compte. Puis tout ça sans dette, sans pression financière, avec un filet de sécurité. Puis nous, on est là pour te guider étape par étape. Fait qu'en conclusion, là, tu viens de suivre une des vidéos les plus complètes que tu vas voir sur la crypto. Puis si tu es encore là, c'est que tu fais partie des rares personnes prêtes à investir du temps pour vraiment comprendre ce marché-là. C'est exactement ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Fait qu'aujourd'hui, tu as vu comment fonctionne le système monétaire actuel. Pourquoi il est brisé? Pourquoi la crypto existe? Puis qu'est-ce que ça change? Les bases techniques indispensables comme la blockchain, les altcoins, les smart contracts puis les stablecoins. Puis comment acheter les premières cryptos sécuritairement puis éviter les arnaques. Comment bâtir un portefeuille intelligent, analyser des bons projets, trouver le bon timing, puis même lire les marchés, repérer les patterns, comprendre le sentiment, puis utiliser des stratégies avancées pour passer au prochain niveau. Honnêtement, si j'avais une vidéo comme ça quand j'ai commencé, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent rapidement. Puis j'en aurais sûrement perdu beaucoup moins aussi en évitant les erreurs coûteuses que la majorité des débutants font dans leurs premiers investissements. Puis pour que tu puisses garder ça vraiment clair dans ta tête puis revenir à tout moment à cette information-là, je t'ai préparé le guide express. C'est un document complet qui résume toute cette vidéo-là avec tous les liens, outils, ressources dont ce que je t'ai parlé aujourd'hui. Fait que pour l'avoir, clique sur le premier lien dans la description puis tu vas avoir accès au guide. Puis si tu as aimé la vidéo et que tu veux continuer à avoir plus de contenu comme ça, abonne-toi à la chaîne. Tu peux même activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je fais des nouveaux vidéos. Puis laisse-moi un commentaire pour dire ce que tu as appris aujourd'hui. Fait qu'encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Puis rappelle-toi, dans la crypto, la connaissance, c'est ça le vrai pouvoir. C'est ce qu'on retrouve dans la communauté du Club Crypto. À bientôt.